bienvenue à toutes et tous pour ce webinaire qui va nous permettre de partager des expériences et des exemples de plateformes sur l'offre de logement pour les jeunes. Donc voilà, on est sur un webinaire, un format de 2 heures avec un quart d'heure de temps d'introduction pour situer la démarche des territoires innovants. Vous parlez du plan de mobilisation pour la Bretagne de façon globale et puis de faire un focus sur le chantier logement de ce plan de mobilisation, donc dans lequel s'inscrit cette réflexion sur les plateformes pour faciliter l'accès au logement des jeunes. Et donc, nous avons fait le choix de partir sur des exemples assez différents de plateformes en termes d'échelle, en termes de fonction, de manière à ouvrir les possibles de ce chantier qui va réfléchir à la possibilité et la pertinence de créer une plateforme sur le logement des jeunes en Bretagne. Voilà, donc à chaque fin de présentation, il y aura un micro-temps d'échange, 5 minutes. Et puis à la fin, on va se garder un bon quart d'heure, on va dire, d'échange possible avec les intervenants, où on pourra réfléchir ensemble à la pertinence de l'échelle régionale pour mettre en place ce type d'outils. Voilà, et puis à la toute fin, une information pour celles et ceux qui souhaiteraient investir ce chantier logement avec les prochaines dates et puis un petit questionnaire pour avoir votre retour sur ce webinaire. Voilà pour le déroulé. Donc, juste pour remercier Vincent Janin qui a été au travail pour organiser ce webinaire et qui a contacté les intervenants en plein été. Merci beaucoup à eux aussi d'avoir accepté de présenter leur outil dans un format aussi resserré. Et puis donc, Soisy Busson qui est aussi en background de ce webinaire et qui va veiller au chat et puis au bon déroulement de ce temps commun. Et puis donc, je vais passer la parole tout de suite à Christine Bonfiglio, puis à Claire Piquet pour vous présenter donc la démarche des territoires innovants et puis le plan de mobilisation. Oui, donc bonjour à toutes et à tous, Christine Bonfiglio de la région Bretagne, de la direction de l'aménagement et de l'égalité. Donc en effet, je remercie Karine et toute l'organisation derrière et les intervenants qui ont œuvré à la bonne mise en œuvre de ce webinaire. Alors moi, je vais intervenir assez rapidement pour vous expliquer ce qu'est la démarche Les Territoires Innovent pour la région Bretagne. Les territoires innovants, en fait, pour la région Bretagne, c'est un concept qui signifie mettre autour de la table des acteurs, alors jusqu'à présent plutôt de l'aménagement du territoire, mais on voit qu'avec ce webinaire, on l'élargit à d'autres problématiques de la Bretagne, où on souhaite réunir des professionnels, des élus, des experts autour de grands thèmes qui animent la région Bretagne et où il s'agit de partager des témoignages, partager des expériences, partager des pratiques et ensemble, voilà, sur ces échanges, pouvoir trouver des solutions et donner envie d'agir. Quand on a parlé donc de cette bannière régionale des territoires innovants, concrètement, c'est depuis 2020 des cycles de rencontres, soit des webinaires, plus récemment des visites. Il y en a désormais une petite vingtaine qui ont été organisées et au fil de l'eau, on touche comme ça pratique plus de 3000 personnes. Et aujourd'hui, les thématiques ont essentiellement porté sur le foncier et les centralités, chacune déclinée sur des sous-thèmes comme, en l'occurrence, le logement, comme la biodiversité, les chaleurs, le tourisme. Et également, d'autres actions concrètes sous la bannière Les Territoires Innovent, ce sont des outils de capitalisation. Donc, il en sera question à la fin de ce webinaire sous la forme donc de retransmission de ces webinaires, une chaîne YouTube, également des fiches de capitalisation, des newsletters,
tout ça accessible sur des espaces collaboratifs. Donc, on a trouvé au niveau région Bretagne qu'il était intéressant que cette rencontre qui a été construite dans cet esprit de partage pour tous et surtout de ne pas laisser ces échanges se perdre, mais de les capitaliser, puisse être utilisée, véhiculée par l'outil régional des territoires innovants. Voilà pour vous expliquer ce que sont les territoires innovants. Merci, puis bon webinaire, et je laisse Claire prendre la suite. Merci Christine. Je me présente, moi c'est Claire Piquet, je travaille sur la politique jeunesse à la région Bretagne et notamment sur le fameux plan breton de mobilisation pour les jeunesses. Donc ce webinaire, il s'inscrit dans cette démarche du plan breton de mobilisation pour les jeunesses dans le cadre du chantier logement. L'idée là, c'est de vous présenter aujourd'hui rapidement la démarche qui est engagée en Bretagne ces dernières années. Donc, en 2017, il y a eu la loi égalité-citoyenneté qui donne à la région ce rôle de chef de fila au niveau local des actions en matière de politique jeunesse et qui instaure ce dialogue structuré à l'échelle régionale. En 2018, l'État et la région Bretagne, ils ont impulsé cette dynamique de dialogue structuré qui vise donc à rassembler l'ensemble des acteurs jeunesse, donc institutions, collectivités, associations, représentants des jeunes et jeunes bien sûr, afin de définir des modalités d'action communes avec et pour les jeunes, mais également de permettre une meilleure cohérence entre les politiques de jeunesse sur le territoire. Cette démarche de concertation, elle a abouti donc à un plan breton de mobilisation pour les jeunesses, plan qui a été collectivement acté en 2020 après 3 années d'échanges et de co-construction. Ce plan, il se décline en 16 chantiers sur des thématiques diverses avec, par exemple, un chantier sur l'insertion professionnelle, l'information, le dialogue jeune-élu, la santé, la mobilité, l'engagement des jeunes et sur le logement, par exemple. Pour chacun de ces 16 chantiers, il y a eu une première feuille de route qui a été réalisée collectivement, puis des groupes de travail se sont mis en place. D'ailleurs, je vais vous remettre dans le chat le lien du plan breton de mobilisation pour les jeunesses. On retrouve dans ce plan chacune des fiches chantier et je vous remettrai aussi l'adresse mail jeunesse si vous souhaitez vous inscrire dans l'un des chantiers. Voilà, et donc l'organisation du groupe de travail logement des jeunes, il s'inscrit dans cette démarche du plan breton de mobilisation pour les jeunesses. Et les échanges de ce groupe, ils sont facilités par Karine Guilloux, qui va d'ailleurs vous présenter le travail déjà engagé. Et du coup, je te laisse la main, Karine. Merci Claire. Donc, je vais donc faire un focus sur ce chantier qui s'intitule « Garantir l'accès à un logement pour les jeunes Bretons et Bretonnes ». Il existe, donc il est mis en place depuis début 2021. Il est co-facilité donc, par l'Urage Bretagne que je représente et puis au départ, nous le co-facilitions donc avec un représentant de la FEDEB. Et puis, depuis peu, nous a rejoint la CAF 29 pour co-faciliter ce chantier. On a souhaité le mettre en place en l'ouvrant le plus possible sur le principe du volontariat. Donc, on retrouve une cinquantaine de personnes qui ont souhaité investir ce chantier-là. Alors, à la fois des acteurs de jeunesse au quotidien, des directions, des administrateurs à différentes échelles, locales, départementales, régionales, d'associations, de collectivités territoriales ou d'associations. Donc, un groupe très ouvert et très diversifié. Donc, quatre rencontres en 2021. Et puis, après une présentation d'une première étape qui nous a permis de dessiner des fiches actions, nous arrivons à la mise en place d'ateliers pour avancer sur la mise en œuvre de ces fiches actions en 2022. Donc, les travaux de notre chantier, en fait, ils se sont inventés au fur et à mesure. Hein. On s'est dit, en faisant des tours d'écran, puisque ça a été un début de chantier uniquement partagé en visio, qu'on avait besoin et envie de partager des données à la fois quantitatives et qualitatives sur la question du logement des jeunes
parce qu'il en existe beaucoup, mais elles sont sans doute pas assez partagées et pas assez regroupées. Donc là, on les a bien rangées de manière à ce qu'elles soient accessibles à tous hein, sur le site pro du CRIJ avec l'ensemble des ressources des différents chantiers. Besoin de partager des expériences, de solutions qui permettent d'élargir les offres de logement pour les jeunes, mais aussi des partages d'expériences pour faciliter l'accès des jeunes à ces offres. Donc ça, on le faisait à chaque fois, chacune de nos rencontres. Et puis, on a tenté, après le partage d'éléments de diagnostic qui disaient en gros, les offres existantes aujourd'hui, elles ne suffisent pas à répondre aux besoins. Pour les jeunes, c'est un vrai parcours du combattant, en tout cas pour certains, pour trouver un logement. Donc, on a défini, suite à ce diagnostic partagé, des axes de travail prioritaires pour ce chantier. Et plus globalement, hein, sur la question effectivement du logement des jeunes. Donc, 3 axes. Le premier était améliorer l'offre de logement en s'adaptant aux nouveaux besoins et aux usages des jeunes, et notamment d'aller sur les questions de logement solidaire. Il nous semblait aussi important de faciliter l'accès au logement de tous les jeunes en les aidant à mobiliser les aides existantes. Et puis le troisième, qui fait le pont entre les 2 premiers, qui est effectivement de travailler à la mise en relation entre les offres de logement dans leur diversité et les demandes des jeunes. Donc ça, c'était nos priorités. Et en fin d'année de 2021, donc, tous ces temps d'échange et de partage nous ont permis de travailler à la définition de 3 fiches actions qui nous semblaient vraiment essentielles à prioriser dans le cadre de ce chantier. Donc, c'est le travail à la valorisation et à l'essaimage de dynamiques de réseau à l'échelle locale. De la même façon et en parallèle, la valorisation et la mise en dynamique de réseau à l'échelle régionale. Et puis, le troisième, qui donne donc lieu à ce premier temps de webinaire ce matin, qui est donc la création possible d'une plateforme numérique régionale à destination des jeunes et qui s'articule vraiment à la mise en réseau de ces acteurs aux différentes échelles. Alors, on a commencé donc à avancer puisque la fiche action est une première trame hein, pour ce projet de plateforme, à identifier certains objectifs qui consistent justement à faciliter l'identification des acteurs du logement des jeunes, à recenser des offres de logement, à travailler sur la mobilisation des jeunes, des aides au logement et à faciliter cette mobilisation pour les jeunes, faciliter plus globalement les démarches pour accéder à un logement et pour vivre dans un logement, et faciliter donc l'accès aux droits et proposer des diagnostics de situation. Donc voilà les premiers objectifs qu'on a dessinés dans le cadre de ce chantier pour cette possible plateforme à l'échelle régionale. Voilà où on en était, et on s'est dit qu'avant d'aller plus loin et de commencer à travailler sur un cahier des charges et sur ce que pourrait être cette plateforme en Bretagne, il nous semblait vraiment important d'ouvrir les possibles et d'aller découvrir des plateformes qui existent déjà ou qui sont en cours de création dans d'autres régions ou à d'autres échelles. Et donc, je vous propose de commencer les présentations. Je sais que Myriam Naël, donc déléguée régionale de l'URAJ Pays de Loire, a un agenda très serré et elle a un rendez-vous tout à l'heure. Donc, je lui donne la parole tout de suite pour qu'elle puisse nous présenter alors la plateforme qui, elle, s'appuie sur un outil téléphonique et pas sur un outil numérique. Voilà, mais ça nous semblait aussi intéressant de se dire et pourquoi le numérique, pourquoi pas une ligne téléphonique pour ouvrir l'accès au logement et puis des possibilités d'accompagnement. Donc, merci Myriam de pouvoir faire cette présentation malgré les difficultés de ton agenda du jour. Merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez bien? Parce que dans des conditions un petit peu… moi, je suis en voiture pour aller au rendez-vous après.
Et c'est un Oui, rendez-vous oui. qui s'est imposé à moi entre-temps par un maire d'une commune. Donc, on ne peut pas dire non. Du coup, je suis vraiment contente d'être avec vous et je regrette de ne pas pouvoir entendre tous les échanges parce qu'on est tous aussi sur ces sujets-là, de chercher comment mieux répondre aux besoins des jeunes. Et du coup, nous, moi, je suis effectivement, Karine l'a dit, déléguée régionale de l'URH Pays de la Loire. Donc, en 2 mots, l'URH Pays de la Loire, aujourd'hui, il y a 25 adhérents. On accueille 10 000 jeunes sur 74 résidences et présents sur les 5 départements avec une offre qui est diversifiée puisqu'il y a la traditionnelle offre en résidence collective et on développe également depuis 5 ans maintenant l'hébergement temporaire chez l'habitant et nous avons 5 services logements départementaux qui font de l'accompagnement, de l'information et de l'orientation de tous les jeunes de 16 à 30 ans. Donc ça, c'est vraiment le socle de base de l'offre Habitat Jeune qui a ces 2 piliers d'action, accompagner les jeunes à l'émancipation par l'outil de l'habitat et l'outil de l'éducation populaire et de l'accompagnement individuel et collectif. Pour revenir très rapidement, et donc la mission de l'URAGE, c'est comme en Bretagne, c'est d'accompagner individuellement les adhérents, c'est d'accompagner le développement sur les territoires et d'accompagner les collectivités à la définition des politiques de logement et de jeunesse. Donc, pour revenir rapidement sur Logique, en fait, en 2017, il y a un rapport du défenseur de droit qui sort et qui démontre clairement une difficulté des jeunes, qui dit que 21% des jeunes déclarent clairement avoir des problèmes pour accomplir des démarches administratives courantes, et particulièrement sur la question du logement. Et 37% des jeunes disent ne pas être à l'aise avec Internet. Nous, on a une offre et notre travail, c'est aussi d'aller chercher les jeunes pour qui l'offre peut correspondre et permettre un parcours, notamment de mobilité professionnelle ou de formation. On a le constat est qu'en 2017-2018, on a ce qu'on appelle, c'est pour ça que c'est important de le parler, les services logements qui sont présents sur 5 départements avec une ramification de petits points qu'on appelle, nous, les points AIOA, accueil, accompagnement et information des jeunes, sur 10 territoires de la région. Et on se dit comment est-ce qu'on peut essayer de rapprocher les jeunes de l'offre que l'on peut avoir, de l'offre d'accompagnement. En partenariat, on réfléchit à la définition de la politique Habitat Jeunesse de la région Pays de la Loire et on se dit, pourquoi pas essayer, puisqu'on a des services logements, on a des associations qui ont toutes des numéros de téléphone, pourquoi pas essayer d'amplifier, en fait, la question s'est posée, une plateforme numérique ou un numéro de téléphone. Le constat des adhérents et des gens qui accompagnent la jeunesse et puis de cette étude, c'est malgré tout que les jeunes ne sont pas forcément ultra à l'aise sur Internet pour les démarches administratives. Pour plein d'autres choses, ils peuvent être très à l'aise et bien plus que nous, mais pour ce qui est des démarches administratives, les déclarations d'impôts, etc., c'est plus complexe. Du coup, la décision a été prise de dire, eh bien, on crée un numéro de téléphone unique au niveau de la région, donc au niveau Habitat Jeune régional, et on le diffuse. La diffusion est quasi exclusivement sur Internet, via le numérique, en fait. Donc, c'est la naissance de ce numéro qui a vocation à toucher n'importe quel jeune qui a entre 15 et 30 ans qui a une question logement, une question je cherche un logement, une question je suis dans mon logement, j'arrive pas à payer mon loyer, j'arrive pas à payer ma facture, j'ai trouvé un logement mais je peux pas payer la caution, c'est quoi un garant? Voilà, toutes ces questions qu'on peut, voilà, quand on a 19 ans où c'est pas simple de comprendre les méandres de l'administration. Donc, c'est vraiment l'objectif recherche, accès et maintien. Et c'est vraiment de simplifier le parcours de recherche, répondre de manière complémentaire à un besoin d'information non couvert, notamment dans les territoires ruraux, capter les publics invisibles et ce que je disais, les publics qui ne maîtrisent pas forcément l'outil Internet et informatique. C'est quelque chose de complémentaire à ce que font les résidences. Et puis, comme c'est un numéro de téléphone qui est adossé aux 5 services logements,
les gens qui appellent alors, si vous faites le test, vous allez sur Google, vous cherchez. Alors, en ce moment, ce n'est pas terrible parce qu'on est en train de reprendre toute la communication. Mais on clique sur ce numéro-là, c'est un appel gratuit. Je suis un jeune qui habite à Poitiers et je cherche, j'ai trouvé un boulot en intérim à Guérande, dans le 44. Eh bien, vous avez une plateforme avec un répondeur automatique. Vous souhaitez une information dans le 44, appuyez sur 1, 72, appuyez sur 2, voilà. Et vous êtes immédiatement transféré chez les animateurs et les intervenants socio-éducatifs et travailleurs sociaux des services logement. Vous tombez sur une personne. Voilà, c'est une personne bien physique qui existe, qui a un travail en France dans notre réseau. Et donc, ce numéro n'est pas juste une plateforme, et un numéro qui s'adosse à un accompagnement individuel et physique, puisque en général, les gens appellent, soit il peut y avoir tout de suite la réponse à la question, ça peut arriver, soit il peut y avoir une orientation vers un partenaire du logement, puisque ça, c'est tout le travail des services logements, de ne pas être dans la réponse uniquement Habitat Jeune, mais bien d'essayer de faire un diagnostic individuel du besoin de la personne pour trouver réponse. Des fois, c'est dans le réseau Habitat Jeune, des fois, c'est dans un autre réseau, le CRIJ, etc. etc. Donc, une plateforme que nous animons au niveau régional qui tombe dans les 5 services logements d'accompagnement. Il y a même des rendez-vous individuels, ça se traduit, puis parfois, il y a des entrées en résidence ou des entrées en intermédiation locative. Ce qui fait la réussite pour le moment aussi de ce numéro, c'est l'animation humaine, j'ai envie de dire, de cette affaire. C'est-à-dire qu'il y a une animation régionale que nous coordonnons avec un comité de pilotage qui a toute la responsabilité du travail de communication, c'est-à-dire les outils, les flyers, les réseaux sociaux, etc. L'URAGE se charge de la plateforme, j'ai envie de dire, technique, parce que tout ça, évidemment, a un coût et c'est du lien avec les prestataires. Jusqu'à présent, c'était Allo Standard pour la plateforme téléphonique et puis un prestataire communication Média Pilote. Donc, c'est un budget global de 10 à 12 000 euros par an. C'est quelque chose qui a été testé. Le numérologique a été ouvert en août 2020. Et aujourd'hui, on est en train parce que l'intérêt, c'est toujours c'est de se dire qu'on fait des choses chouettes, mais de toujours regarder là où on pêche. Et donc, on est en train de reprendre la communication un peu de manière différente avec un autre prestataire. Et puis, il y a ce qu'on appelle, nous, des cafés logiques et une journée de tous les gens qui réceptionnent les appels et qui font de l'accompagnement pour à la fois étudier, avoir un peu une analyse des coups de téléphone que l'on a. C'est-à-dire que la logique de cette affaire, ce n'est pas un numéro de téléphone qui est pour toutes les questions de logement, et toute notre communication, elle est via les réseaux sociaux et Internet, elle est filtrée pour pas que les gens qui appellent, ce soient des gens de 55 ans qui sont en recherche de logement ou qui sont en mesure d'expulsion. Ce n'est pas notre métier. Évidemment, si quelqu'un appelle, on ne va pas le laisser, voilà, et on va le renvoyer vers un partenaire, mais notre cible, elle est bien les jeunes de 16 à 30 ans. Voilà, et c'est vraiment une condition de réussite, c'est le partage entre les acteurs, là pour le coup du réseau Habitat Jeune, qui échangent, qui évaluent, qui font remonter aussi les difficultés ou les situations de jeunesse qu'ils peuvent repérer à travers les différents appels. Et puis ce que je disais, la stratégie de communication, elle est numérique. La plateforme est téléphonique, l'opérationnalité est faite par des êtres humains, mais la stratégie de communication, on a quelques flyers, mais ce n'est pas par les flyers que viennent les jeunes, en fait, clairement. C'est vraiment par ce qui a marché, les annonces Google. Mais comme c'est payant, nous, on essaye de regarder un petit peu à faire différemment. Et là, on est en train de tout rebooster, puisqu'on est aussi des réseaux qui avons besoin de travailler nos communications dans un air nouveau. Les réseaux sociaux type Instagram, Twitter, Facebook, et ce sera adossé à un mini site internet que l'on va aussi abonder de petites questions-réponses animées, de quiz sur lequel les jeunes peuvent trouver tout de suite une réponse si l'outil qu'on utilise est parlant pour les jeunes. En fait, la stratégie, c'est d'utiliser, entre guillemets, les outils de communication des jeunes pour leur parler à eux,
même si parfois nous, en tant qu'institution ou tête de réseau ou adhérents, ça nous percute pas forcément. Voilà. Donc voilà à peu près. Donc, je crois que j'ai mis quelques chiffres. J'ai essayé de faire quelque chose de très court parce qu'effectivement, j'ai un rendez-vous. Je vous ai dit, on a ouvert en août 2020 et on a réussi, on a une visibilité de tous les gens qui appellent, qui regardent, qui cliquent sur Internet, qui voient l'annonce, qui cliquent sur l'annonce et qui appellent la plateforme. Voilà, cette visibilité-là, on l'a en tant que pilote régional. Et ensuite, on travaille avec les adhérents pour avoir une évaluation sur les 2500 appels. Qu'est-ce qui s'est passé sur ces 2500 jeunes ou des fois des parents, il ne faut pas se mentir, en termes d'accompagnement. C'est quelque chose de pas simple à réaliser parce que c'est toute la question de la méthodologie d'évaluation et nos adhérents sont aussi le nez dans le guidon et sur le terrain et leur priorité, c'est d'abord de s'occuper des situations de fragilité. Donc, mais sur les 2500 appels, on dénote aujourd'hui 1200 jeunes qui ont été accompagnés. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire en quelques chiffres. On expérimente, hein, c'est pas, voilà, on est humble. Merci beaucoup, Myriam, d'être intervenue dans des circonstances particulières. Est-ce que tu peux rester encore 2-3 minutes avec nous? Voilà. Il y a quelques des questions dans le chat et puis peut-être qu'on arrivera à en saisir aussi en direct. Donc, il y avait une question qui concernait le diagnostic de situation. Qu'est-ce que c'est qu'un diagnostic de situation? Une autre autour de la question du développement de logement. Comment cette plateforme travaille directement ou indirectement au développement de logement. Et puis tu as parlé, tu as donné des indications de moyens financiers nécessaires. Quels sont les financeurs qui accompagnent et qui rendent possible cette démarche? Alors, il y a une question sur le développement, la question des finances. La première question, le diagnostic de situation. D'accord. En fait, le diagnostic de situation, ça fait un peu peur et c'est un gros mot. C'est surtout de bien cibler la demande quand la personne appelle. En fait, c'est essentiellement ça. Ensuite, le travailleur social, en fonction de la situation des jeunes, peut proposer un rendez-vous individuel plus long, en visio ou en présentiel. Et là, c'est tout le travail du travailleur social des services logements qui ont un cadre de référence de travail dans le cadre de l'accueil et de l'accompagnement individuel, où il y a une méthodologie. On fait un diagnostic, mais ça fait un gros mot diagnostic, mais c'est vraiment de bien cerner le besoin, la demande, parce que souvent, d'une demande, on détricote et il y a d'autres. Voilà, quelqu'un va peut-être dire j'ai besoin d'un logement, puis en fait, on détricote et la personne n'a pas forcément besoin d'un logement là, mais à tel endroit. Enfin, voilà. Donc, le diagnostic, c'est de creuser et pas juste être sur la lecture d'une réponse à une question. Vous voyez, c'est d'essayer de calibrer la réponse en fonction du besoin de la personne. C'est l'aspect qualitatif de l'accompagnement qui est encadré dans le réseau Habitat Jeune au niveau régional Pays de la Loire par un référentiel et une labellisation. Voilà. Toutes les associations ne font pas de l'accompagnement individuel et de l'orientation. Il faut, dans notre cas de référence, il faut qu'il y ait toute une méthodologie pour être certaine de la qualité de l'accompagnement. Deuxième question sur le développement. Alors ça, c'est une des autres missions, c'est une des missions premières du réseau Habitat Jeune au niveau régional, c'est d'accompagner le développement. Donc nous, au niveau du RAJ Pays de la Loire, on a ce qu'on appelle on a fait en 2018 un schéma régional de développement qui s'appuie sur des études de territoire pour cerner l'évolution des populations, l'évolution des bassins d'emploi, et on a défini un certain nombre de territoires où il y aura à terme un besoin d'offres de logements pour les jeunes, qui peuvent être du logement étudiant, qui peuvent être du logement jeune actif, du logement habitat jeune. Ce n'est pas forcément une résidence habitat jeune. C'est comme ça que de ce schéma régional de développement, avec le Conseil régional des Pays de la Loire, on a vu des territoires où il y avait des besoins, mais on ne maîtrisait pas dans une société qui bouge, ils étaient structurels
ou temporaires liés à une activité particulière sur des territoires, et que forcément pour une collectivité, créer une résidence collective, c'est tout de suite un niveau d'investissement important. Et quand on n'est pas certain du besoin sur le long terme, notamment dans les territoires ruraux, eh bien, on a développé l'hébergement temporaire chez l'habitant. C'est de ça qu'est née l'idée de développer ce concept-là. Donc, c'est vraiment le boulot du RH par ailleurs, en fait. Voilà. Et on a, nous, un programme pluriannuel d'investissement, travailler avec nos adhérents. Et on mène des études ensuite pour les collectivités qui veulent affiner des diagnostics et monter des projets après. Sur l'aspect financier, le budget, le coût général de Logique, c'est 250 000 € à la louche. Je ne parle pas du coût du numéro de téléphone et de la coordination régionale, je parle de tout le dispositif, incluant ceux qui répondent au téléphone pour une partie, puisqu'ils font déjà ce travail-là sur leur territoire, mais une partie de leur temps est dédiée à la réponse à l'appel des jeunes. Donc, les partenaires financiers au niveau régional, c'est le Conseil régional de Bretagne, Pays de la Loire, pardon. Je suis rennaise à la base, hein, c'est pour ça me fait plaisir d'être avec vous. Donc, le Conseil régional du Pays de la Loire et Action Logement qui participent un petit peu sur le ciblage repéré de jeunes salariés qui appellent sur la plateforme du numéro de téléphone. Et ensuite, les financements complémentaires de tout ça, c'est aussi le financement propre des services logements et des fonds propres de l'URAGE Pays de la Loire. Voilà. Merci beaucoup. Et si vous voulez, sur les finances, peut-être plus clairement en termes de prestataires et le coût pour la coordination régionale, c'est 2 prestataires, pas le coût salarié. On est une équipe de 3 salariés, je ne vais pas vous donner les chiffres aujourd'hui. On est pour la presta, on est aux alentours de 20 000 €, tout confondu. Voilà. Sans la masse salariale. Voilà. Merci beaucoup, Myriam, pour la présentation et puis pour ce micro-temps de réponse aux questions qui ont été posées dans le chat notamment. Et puis, bon rendez-vous à suivre. Ouais. Et à bientôt. Merci. Et n'hésitez pas, s'il y a d'autres questions, je pourrais y répondre par mail. Enfin, voilà, on est à votre disposition pour partager, échanger. Et puis, intéressé pour savoir ce que vous allez mettre en place après, parce que les bonnes idées ne viennent pas que de chez soi, elles viennent parfois d'ailleurs. Merci. À bientôt. Merci encore, à bientôt. Au revoir. Je propose donc à Eric, voisin du CRIJ Bretagne, Info Jeune Bretagne, pardon, d'enchaîner donc là sur la présentation d'une plateforme en cours de finalisation, je crois, à l'échelle nationale, une plateforme d'information cette fois-ci. D'information et puis aussi de gestion un peu différente, une approche un peu différenciée de la logique des petites annonces. On a lisé un peu le fonctionnement derrière ce besoin permanent qu'on retrouve d'avoir accès aux petites annonces, que ce soit physiquement sur des tabliers en liège, dans des lieux que sur des plateformes numériques. Donc, Info Jeune France, c'est le réseau des différents CRIJ qui maillent l'ensemble du territoire avec 1500 jeunes accueillis en moyenne dans une structure et puis on est entre 1,5 million et 2 millions de jeunes par an. En Bretagne, c'est 60 structures qui maillent le territoire pour répondre à tous les besoins d'accès à l'information des jeunes pour accéder à l'autonomie, à l'émancipation, à la responsabilisation. Et chaque année, on mène une enquête sur les besoins et attentes des besoins d'information des jeunes. Et la question du logement, particulièrement depuis 2 ans en sortie de crise sanitaire, est devenue assez sensible. De façon un peu différenciée sur les territoires, plus cruellement dans le Morbihan, avec des problématiques liées surtout à une temporalité, on en parlait tout à l'heure, dont la réponse n'a pas forcément une action sur l'habitat par rapport à du job occasionnel lié à certains métiers en tension, ou alors à une organisation des études de plus en plus fractionnée avec des périodes de stage et des périodes
en formation qui fait qu'une approche à l'appropriation d'un logement est un peu compliquée. Et donc, on l'a vu que c'était assez sensible et on a constaté que le niveau local, voire infralocal, était important. Qu'est-ce que j'entends par là? On a constaté, je suis toujours en contexte post-crise sanitaire, par exemple, que à Lorient, je ne sais pas s'ils sont là aujourd'hui, ils ont cherché, effectivement, il y avait une crise sur l'offre, et puis ils ont été chercher une par une en faisant du phoning très, très localement, dans la proximité, et ça c'est important, cette relation au territoire, pour aller chercher une par une des offres. Ils en ont relevé plus d'une trentaine comme ça. Donc, on repense un peu la logique petite annonce, effectivement, puisque la plateforme numérique nationale, mais c'est pareil sur l'emploi, sur d'autres choses, ne suffit pas si on ne prend pas en compte le côté très, très local. Et donc là, on peut passer effectivement à la slide suivante. Donc, on a un projet national d'agrégation d'annonces. Donc, on l'a pensé pour le logement, pour le job occasionnel, pas l'emploi dans le dur, mais le logement saisonnier occasionnel. Les offres de babysitting, qui sont vraiment un levier d'émancipation assez intéressant pour les plus jeunes, là, pour le coup. J'ai parlé du logement, les stages BAFA, et là, c'est sur les stages BAFA qu'on a le plus avancé. C'est pour ça que la démonstration pour illustrer le concept de mix d'agrégation et d'offres locales pourra être illustrée. Donc, c'est une base de données, un développement national, de création d'une base de données d'agrégation de contenu national avec en entrée, effectivement, chaque riche qui jusqu'à maintenant faisait tout seul dans son coin ces offres dont j'ai parlé, là, on va les unifier avec une espèce de grammaire commune de saisie d'offres. Ça, c'est la partie en entrée. Mais on va pouvoir aussi permettre des entrées de données dans le réseau et le maillage. Je parlais de l'importance des fameuses 30 offres qui ont été relevées là, à Lorient, par exemple. Des annonceurs classiques dont on aura vérifié l'éthique et la rigueur de procédure. Par exemple, Pôle emploi, c'est un acteur incontournable sur la question de l'emploi, avec des API, c'est-à-dire des solutions logicielles qui permettent d'automatiser l'absorption des données des gros opérateurs nationaux qui peuvent, eux, avoir une offre très locale. Et enfin, c'est un peu plus technique, du scrapping de données. Là, c'est simplement d'aller chercher une annonce quelque part, de faire en sorte qu'elle apparaisse sur le site. Donc ça, c'est la partie entrée. On est en cours de développement. On va avoir un livrable début 2023 en premier sur l'offre d'emploi qui est le plus facile à traiter, le logement et le stage BAFA. Et après viendront les autres dont je vous ai parlé. Tout ça arrive dans notre matrice, là, vous voyez ce petit cylindre. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que la sortie, elle peut être aussi tout à fait différenciée. Il peut y avoir une page web de la ville de Lorient, puisque je l'ai cité eux, en disant, voici l'offre de logement, où ils vont retrouver, à côté des offres qu'ils ont dénichées eux-mêmes, celles qui vont arriver d'une façon automatisée par ce scrapping de données. Et tout ça apparaîtra dans un seul formulaire. Ou alors, on peut très bien avoir une petite application qui peut apparaître dans d'autres sites différents qui permet cette offre. Voilà. Et donc, le tout est pour les parents, le public, les jeunes, parents, éducateurs, évidemment. Je vais vous montrer comment ça marche sur le BAFA, parce que c'est déjà opérationnel. On a un site qui s'appelle stagebafa.fr qui est complètement hors sol. Là, c'est simplement la façon d'avoir cette visibilité-là nationale. Mais dès qu'on rentre et c'est la slide suivante, on a une cartographie qui nous permet de choisir une région. Là, on va cliquer sur la Bretagne, par exemple, et là, on va arriver, diapo suivante, sur l'offre de stage BAFA en Bretagne. Mais nous, sur notre site, il n'y a que ça qu'on affiche. On n'affiche pas le chemin pour arriver là. Mais on peut resserrer encore. Alors, quand je dis BAFA, dans votre tête, imaginez offre de logement, ça sera pareil. Donc, la diapo précédente, vous avez là des offres de stage BAFA d'organismes vraiment très locaux qui n'ont pas la possibilité de développer eux-mêmes des grosses bases de données comme les opérateurs classiques CMEA, UFCV, UCPA, Franca. Et donc, ils gèrent eux-mêmes cette mise en ligne, mais s'intercalent par date ou par d'autres filtres l'offre automatisée des gros opérateurs. Et là, alors, pour votre information, on n'a pas mis le prix parce qu'on ne veut pas, ce n'est pas le comparateur sur le moins 10 ans, c'est vraiment l'offre de formation qui va être valorisée. Et donc, une fois qu'on clique sur cette offre, donc c'est la diapo suivante, là c'est FCVF, on arrive sur voilà, le stage à tel endroit, à telle date. Donc, c'est vraiment cette mécanique-là qui est en train de se développer au niveau national. Alors, quelle structure à l'initiative de la plateforme? Je reprends le petit checklist là, des questions qu'on doit aborder. J'en ai parlé, c'est du NIJ. Les fonctions principales, je les ai montrées.
la démonstration l'a vu. C'est d'un prestataire extérieur, on a eu un appel d'offres. C'est un développement à 80 000 € qui est mutualisé par les différents CRIJ. Et puis, il y a des frais de maintenance au-delà de 3 000 € par an qui va être aussi une offre un peu mutualisée. Mais ça va aussi nous servir, nous, on veut construire un modèle économique aussi là-dessus où on va pouvoir vendre, entre guillemets, offrir une offre de service locale à un partenaire qui sera intéressé pour avoir un de ces systèmes d'exploitation d'offres sur ses propres solutions web. Fréquentation de plateforme, on ne l'a pas encore, évidemment, mais quand on voit, quand je reprenais l'exemple du BAFA, c'est très, très fort dans les demandes d'information pour les jeunes. Qu'est-ce que j'ai encore? Les freins. Alors, les freins qu'on a pu sur la logique d'annonce numérique sont souvent d'ordre juridique. La mise en relation entre un annonceur et un client, un jeune, il faut bien mesurer quel est le niveau de la responsabilité de cette mise en relation. On a eu le problème pour le babysitting avec des jeunes mineurs, par exemple, et sur l'offre de logement, il faut être très clair que quand on scrape une offre, effectivement, la responsabilité éditoriale de l'information, il faut qu'elle apparaisse clairement à celui qui a fourni les données de départ qu'on a pu scraper. Donc tout ça est un peu à bordurer de façon claire, mais ça se posera, j'imagine. On va avoir des témoignages. Les prochains témoignages vont nous expliquer comment ils ont effectivement calé ce niveau de responsabilité qui peut résulter de la mise en relation entre une offre et une demande. Voilà. Alors, le lien avec la boussole des jeunes. Alors, je ne sais plus où on reprend les questions. Non, ça, c'est après. Crozon. Oui, Crozon, ils ont été chercher un par un des offres. Ils témoignent là-dessus, c'est intéressant. Comment avoir accès aux informations sur le chat après la fin de la réunion? Ah, ça, c'est une question pour les organisateurs de la réunion. Comment Ce sera la suite, normalement, Eric. Ce sera celle sur la validité de l'offre, 10h41. Avez-vous une idée du délai opérationnel de la plateforme? Non, c'était pas cette validité. Comment allez-vous assurer la veille sur le site? Je pense à la validité de l'offre, par exemple. Le logement est-elle toujours disponible? Normalement, il y a soit des automatisations on va, par exemple, l'offre stage BAFA, c'est facile parce que la date échue, l'offre disparaît. Sur l'offre de logement, on a pour les sites qui existent, une automatisation à 15 jours. Et à 15 jours, le propriétaire ou l'annonceur reçoit un mail où il y a une action de sa part pour relancer l'offre, sinon automatiquement, elle est dépubliée. Il y a donc une question à suivre sur oui. Est-ce que cette plateforme, elle consiste à aller mobiliser et mettre sur un outil commun des annonces locales, ou est-ce qu'elle va aussi faciliter l'accompagnement des jeunes en fait sur ces démarches? C'est en complément, c'est un module, ça ne sera pas un site internet, mais une solution numérique qui pourra s'adosser à n'importe quelle autre solution numérique concernant l'information de jeunesse. Nous, ça va s'adosser à tout un environnement d'information sur le logement avec effectivement des conseils méthodologiques, de l'information, tout ce qu'on a pu faire, puisqu'on fait des guides essentiels sur différentes questions. Et là, je parle sous le contrôle de nos documentalistes. Donc, c'est vraiment une corde à un arc, hein, voilà, c'est ça. C'est pas un site logement, ça sera un module automatisé, un système d'information, voilà, qui s'adosse à une autre chose, effectivement. Et là, l'aspect accompagnement, il est important. Une autre question qui s'affiche est qui se charge d'être en veille en fait sur les offres au niveau local? Est-ce que c'est à l'initiative effectivement des acteurs locaux qui contactent l'acteur information jeunesse, ou est-ce que l'acteur information jeunesse est en démarche d'exploration, de recensement des offres, et dans quel sens ça marche? Nous, on va s'appuyer sur l'identification d'acteurs locaux qui vont vouloir adopter s'ils veulent adopter cette solution, c'est qu'eux-mêmes ont dans leur collectivité cet accès à cette offre-là, et que nous, on leur permet la façon de la mélanger, de la mutualiser avec une offre qui va automatiquement se compléter avec une offre locale qui s'apparaît au niveau local. Par exemple, on va avoir tout à l'heure le témoignage Jeunes en Pays d'Auray, où effectivement, la collectivité, nous, on apporte un flux d'informations automatisé sur ces sites qui va vous être montré, mais il y a des acteurs locaux qui eux-mêmes vont saisir et alimenter cette ressource locale. Et c'est comme des robinets qu'on va ouvrir. On ouvre un robinet sur un territoire que si on a identifié sur ce territoire un acteur qui peut avoir cette vision
local et voire infralocal, quoi. Très bien. Merci beaucoup. Alors, qui peut mettre en ligne les offres? Les bailleurs eux-mêmes? Oui, avec validation derrière. Il faut déjà, voilà, il y a quand même différents niveaux de modération. Une validation au niveau local, parce que nous, on ne connaît pas les acteurs. Et quand c'est du scrapping de données ou de l'API, ben là, ça se fait au niveau un peu plus au-dessus, au niveau régional, voire national. Merci. Merci beaucoup, Eric. On ne peut pas aller plus loin parce que le déroulé est dense et rythmé. Mais effectivement, on transmet ton contact pour celles et ceux qui souhaiteraient aller plus loin dans les échanges. Et donc, je propose à Christine Tison, chef de projet logement du Conseil régional Grand Est, de nous présenter donc, la plateforme Loge-toi, qui, elle, est intégrée dans une plateforme jeunesse du site de la région, en fait. Oui, bonjour à tous. Donc, très rapidement, vous réexpliquer. Alors, nous, on est pour le coup pas parti sur la réflexion de la mise en œuvre d'une plateforme numérique. On a plutôt pris le sens inverse, mais je vais rejoindre en fait Pays de Loire. C'est-à-dire que nous, on a donc l'histoire un petit peu des plateformes. Alors, on appelle ça plateforme, mais en fait, ça existe vraiment. C'est du guichet, il y a de l'accueil, il y a des personnes physiques, il y a des bureaux identifiés. Donc, ça a été créé en 2012 à la suite d'une expérimentation qu'on a menée avec une résidence jeune sur Nancy. Et on est parti de cette expérimentation et d'une enquête qu'on a menée auprès des jeunes pour essayer de construire, en tout cas, et d'apporter des réponses aux jeunes. Donc, on a commencé en région Lorraine avec au départ 9 plateformes. Et puis, ce dispositif s'est développé au niveau du Grand Est. Alors, la région Grand Est est très, très grande. Et on est aujourd'hui à 23 structures qui sont identifiées sur le territoire. Ce dispositif-là s'adresse à tous les jeunes de 15 à 29 ans, quel que soit leur statut. On sait qu'un jeune va passer d'un statut de formation professionnelle à apprenti, à demandeur d'emploi, puis il va reprendre peut-être de l'intérim, etc. Donc, l'objectif, c'était de dire, on offre cette possibilité à tous les jeunes. C'est une marque déposée. Loge-toi jeune est une marque déposée à l'INPI. On a voulu véritablement aussi identifier le dispositif et n'avoir une seule et unique image partout sur le territoire du Grand Est. Alors, c'est le nom du dispositif est déposé. Après, le contenu, on n'en est pas propriétaire et on le partage bien volontiers. Et ça concerne aussi les jeunes qui sont du Grand Est, qui bougent dans le Grand Est, c'est en mobilité professionnelle, et tous les jeunes qui viendraient dans le Grand Est aussi pour les études, pour un emploi, etc., qui puissent avoir. On a réfléchi à ça en ayant une porte d'entrée unique où le jeune va trouver toutes les informations sur le logement. Donc, on est sur des guichets vraiment d'accueil du public. Alors, ils sont portés principalement par des opérateurs, qui nous semblent les plus judicieux et les plus à même d'aller à la rencontre ou de rencontrer ce public, à savoir donc les comités locaux pour le logement autonome des jeunes, les résidences jeunes, les missions locales, on a un club de prévention également, et puis on a même participé à la création d'associations qui sont dédiées à cet accompagnement-là. Les objectifs, vous les avez sous les yeux, c'est bien effectivement d'accueillir, d'informer, d'accompagner le public, de les accompagner vers l'autonomie. Alors, il y a des jeunes qui vont venir, ils ont besoin peut-être une fois juste d'un rendez-vous pour avoir une information. Et puis, ils ont l'autre objectif, on en parlait précédemment, c'est de développer toutes les formes d'habitat que l'on peut mobiliser. Alors, ça passe... C'est tout l'intérêt aussi, et c'est un petit peu notre travail, c'est qu'on a véritablement plusieurs niveaux d'intervention. Toute l'animation de ces plateformes-là est assurée par la région. Donc, c'est nous qui coordonnons les 23 structures. Et après, le travail, c'est quelque chose qui a déjà été abordé, se fait vraiment au local. C'est-à-dire qu'il y a une vision qui est régionale, puisque
on a, nous, cette capacité, cette possibilité-là. Mais il y a aussi tout un travail sur le territoire. La proximité est très importante. Les acteurs sur les territoires connaissent leurs partenaires. Nous, on ne les connaît pas forcément et on n'a pas des liens directs forcément avec eux. Je pense en particulier aux bailleurs privés, aux bailleurs sociaux. Clairement, c'est quelque chose qui est véritablement important. C'est cette proximité. Je disais tout à l'heure, le numérique ne fait pas tout. Et votre collègue de l'URAGE le disait également, c'est que, vous voyez, il y a même un numéro de téléphone, à un moment donné, le jeune, il faut pouvoir le rencontrer. On ne peut pas raconter sa vie, c'est souvent ça aussi le problème, on ne peut pas raconter sa vie au téléphone. L'accès au logement est lié à la situation du public. Donc, un jeune, il faut faire aussi parfois le tour de sa situation pour savoir quelles sont les aides auxquelles il a droit et quel accompagnement il a besoin. Ça peut être plus ou moins long. Là, on a développé, alors c'est juste la suivante. Alors, pour vous donner une idée, hein, c'est à peu près 7000 jeunes accueillis en 2021 et à peu près 1500 jeunes qui ont accédé à du logement. Alors, sous toutes ses formes, hein, bien entendu. Ce qui n'est pas négligeable. Et depuis l'existence des plateformes, on est à près de 40 000 jeunes informés et 40 000 jeunes accompagnés. On a une convention aussi avec un de nos partenaires qui est pour nous incontournable, donc avec Action Logement, depuis 2018, qui nous accompagne sur les dispositifs et ses propres outils, hein, qui sont aussi mis en avant. On vient de mettre en place une convention avec les ADIL, hein, parce qu'on a besoin aussi, pour les accompagnants, d'avoir cette assurance et cette veille juridique qu'on ne peut pas nous faire. Mais voilà, les ADIL sont les grands professionnels de ces questions juridiques. On vient de lancer, alors c'est tout frais, c'est lundi, on en renouvelle notre enquête logement. C'est-à-dire que là, on va aller voir les jeunes du Grand Est pour voir un petit peu quelles sont leurs difficultés ou ce qui marche bien, en tout cas, sur leur accès au logement et qui est complétée. Alors, elle est faite par quelqu'un qui vient de Bretagne, puisque c'est l'Institut CG qui va, pour le compte du CRIGE, mener cette enquête à nos côtés. Enfin, c'est plutôt nous qui sommes à leur côté. Donc, elle vient d'être lancée. On a un travail de partenariat aussi important avec le CRIGE, puisqu'il est aussi le relais d'information. Cette information... Ah, je viens de voir une faute, horreur. Cette information est relayée sur le site de Jeuneste. Alors, Jeuneste, c'est la carte jeune, hein, ça s'appelait Multipass avant. Aujourd'hui, ça s'appelle Jeuneste. Donc, c'est une carte que tous les jeunes peuvent avoir simplement en s'inscrivant sur le site de Jeuneste et qui leur permet d'avoir toutes les informations avec une information justement sur Loge-toi. Loge-toi, alors on a fait le choix aussi de ne pas mettre toutes les informations en ligne parce que ce que je disais en préparant ce moment, ça bouge tout le temps. Vous prenez par exemple un jeune qui a besoin ou qui peut bénéficier des APL, les APL ça bouge tout le temps. Les aides d'Action Logement, elles évoluent, elles s'adaptent, elles évoluent. Donc, c'est aussi cette information-là. Et c'est vrai que renvoyer sur les sites des CAF, on le disait, hein, il y a des jeunes qui sont encore éloignés des démarches administratives en ligne. Il y en a qui même souffrent encore et toujours d'illectronisme. Il y a encore des zones blanches. Donc, c'est vrai que la possibilité d'avoir aussi un accompagnement physique de ces publics est très important. Alors, il y a le côté avoir un site d'information. Je pense que c'est ça qui est important. C'est quelle information on y met et comment cette information passe. Alors, bien entendu, on est nous aussi au niveau du Grand Est sur Instagram, TikTok, enfin tous les réseaux sociaux par lesquels on peut communiquer, enfin, c'est fait. L'autre information qu'on fait, c'est auprès des partenaires et des professionnels. On a ce matin justement un webinaire avec le CRIGE à destination des partenaires acteurs de la jeunesse et du logement, en leur disant, voilà, il y a des dispositifs qui existent, n'hésitez pas à les mobiliser.
Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. On a le Conseil régional des jeunes également qui, cette année, s'est emparé de la question de l'accès au logement des jeunes et qui, justement, mène cette réflexion de est-ce qu'on met en place une plateforme numérique à destination des jeunes et qu'est-ce qu'on y met. Nous, la difficulté qu'on rencontre, et ça a été abordé à l'instant, c'est le volant juridique sur l'offre de logement. C'est la région qui anime les plateformes Loge-toi Jeune. Comment ne pas nous mettre en concurrence déloyale aussi avec les agences immobilières? Ça, c'est un peu la difficulté. Ne pas recréer un deuxième cycle Bon Coin. Hein. C'est bien souvent là-dessus que les jeunes vont chercher les offres de logement. Donc voilà. Et puis, la responsabilité juridique aussi, hein, c'est-à-dire qu'un bailleur, il peut paraître bien joli et puis derrière, ça peut être juste une catastrophe. Donc, c'est aussi l'engagement de la responsabilité des uns et des autres. Certaines de nos structures ont un portefeuille un petit peu qui leur est propre et qui ont des bonnes relations avec des bailleurs privés. On est en train aussi de développer et de se rapprocher, nous, très fortement des AIVS, donc les agences immobilières à vocation sociale, puisque elles ont aussi ce rôle d'aller produire du logement. Donc, c'est pour nous aussi un relais très important. Donc, voilà, on a fait à peu près le tour, mais on a, nous, au niveau de… Et puis, on met en place aussi des formations pour les professionnels, justement pour cet accompagnement et cette information très régulière et très, très importante. On travaille avec la boussole, bien sûr, aussi, puisque sur notre territoire, on a des plateformes Loge-toi Jeune qui sont également aussi boussole des jeunes. Donc, on passe vraiment par tous les canaux pour que les jeunes aient l'information. Mais l'objet, c'est vraiment un lieu où le jeune peut être accompagné ou pas, mais en tout cas peut avoir toutes les informations sur le logement. Donc, c'est voilà, la réflexion, nous, sur une plateforme numérique, elle est en cours. Qu'est-ce qu'on y met? Est-ce qu'on n'est pas en train de rajouter une couche? Il y a déjà tellement de choses qui existent. Donc, est-ce que… Alors, c'est quelque chose qui est important et vous en avez parlé, hein, Madame Guillou. C'est effectivement, l'état des lieux est très important. Identifier l'existant, identifier déjà ce qui existe sur le terrain, sur les territoires et comment on organise et comment on articule tout ça, en fait. C'est ça qui est important parce que il faut toujours se mettre à la place du jeune. Le jeune qui débarque, qui vient chercher un logement, c'est un peu la jungle. Hein. Vous revenez un peu à vos jeunes années, comme les miennes. Quand on débarque et qu'on cherche son premier logement, c'est un peu la jungle. À croiser les doigts, à qui je m'adresse, est-ce que le proprio que je vais aller voir, il est sympa, pas sympa, etc. Donc voilà, c'est hyper important de s'occuper de l'accès au logement et du maintien au logement des jeunes, mais c'est vraiment… Alors, les coûts, oui, on va en venir à ces choses qui fâchent ou pas. Alors, l'animation, donc on a 23 structures que l'on finance, nous, à hauteur de 20 000 euros par structure. Donc, ça vous donne le premier chiffre, c'est-à-dire 460 000 euros uniquement pour les plateformes Loge-toi Jeune. Enfin, les guichets, on va maintenant appeler ça… On a décidé d'appeler ça les services logements. Donc, c'est 460 000 et au total, on est sur un budget de 560 000 euros. Donc, pour tout le Grand Est, pour l'accompagnement, la formation, toutes les manifestations et enfin, tout ce qui gravite autour. Les plateformes sont généralement et principalement cofinancées par les départements et les CAF. Voilà, ce sont alors, quelques collectivités, on a des agglomérations également qui cofinancent ce dispositif d'accompagnement. Donc, on est sur des gros moyens. Et ça représente, alors moi, si vous voulez, comme je me suis appuyée, nous sommes appuyés en fait sur des structures qui étaient déjà existantes avec une activité en direction du logement des jeunes. Prenez les Clages, par exemple, hein, c'est vraiment leur cœur de métier. On a identifié en tout cas une personne, on a dans les structures un référent Loge-toi Jeune.
Donc, c'est la personne qui va être le relais de la région. Après, le fonctionnement, nous, on ne fait pas de l'ingérence et on ne dit pas comment doit fonctionner une structure. Elle fonctionne comme elle doit fonctionner. Nous, on est surtout sur ce volant des jeunes d'une manière très, très large. Voilà. Alors, au niveau de la région, l'animation régionale, c'est 3 personnes. Donc, une responsable de pôle qui est à Châlons, une gestionnaire administrative et moi-même, donc la chef de projet sur ce dossier. Voilà. À vos questions. Alors, merci beaucoup Christine Tison pour cette présentation. Les questions que j'ai vues passer abordaient le financement en fait de cette démarche, donc vous venez d'en parler. Et là, donc une question autour du lien avec les bailleurs. Est-ce que les acteurs locaux, donc ces structures guichets, ces services logements, est-ce qu'ils assurent aussi les liens avec les bailleurs pour prévenir les difficultés des jeunes? Oui, alors ça dépend effectivement, comme on a différents profils au niveau de nos partenaires, ça dépend de leur niveau d'agrément. Alors s'ils ne font pas de la médiation, en tout cas, ils sont intervenants. C'est vrai que souvent, le jeune qui va accéder à du logement, c'est un jeune dont le parcours a été sécurisé. C'est-à-dire, on a fait le tour aussi de sa situation, on en parlait, mais on a fait le tour de sa situation. Alors, certaines des structures porteuses des plateformes, CRIJ, c'est le Centre régional d'information Grand Est. Donc, on peut faire ce travail de médiation. S'ils ne sont pas en capacité de le faire, c'est tout l'intérêt aussi du travail local, c'est qu'ils vont aller mobiliser les professionnels. C'est-à-dire que le service logement n'a pas non plus l'objet de faire le travail à la place d'eux. On n'est pas là pour aller faire le travail que d'autres ont tout à fait la légitimité de faire, mais c'est plutôt on fait ensemble. On est vraiment dans ce travail aussi en collaboration avec les partenaires sur les territoires. On n'a pas tous les savoir-faire, on n'a pas toutes les expériences, donc on mobilise les partenaires qui savent faire et qui ont l'expérience. Merci beaucoup. On va devoir clore cette présentation. Donc, une démarche qui privilégie dans un premier temps donc l'accompagnement de structures Iowa, donc à l'échelle locale, à 23 structures dans toute la région, avant d'imaginer justement un outil plateforme numérique qui pourrait accompagner, en fait, faciliter. Voilà. Donc, c'est une autre démarche. Qui me semblait importante. Pardon. Par ailleurs, il existe, par exemple, vous prenez Action Logement, qui a une plateforme numérique qui s'appelle INLI, qui permet d'accéder à l'offre des bailleurs sociaux. Donc, c'est aussi tout ce travail d'information-là qui est important, c'est comment on relève vers des choses qui existent déjà. C'est toujours intéressant. Après, mettre une plateforme numérique, c'est ce que je repensais, et vous le voyez, à chaque fois on le dit, il y a forcément de l'humain derrière. Il faut assurer de la veille, il faut assurer de la médiation. Donc, d'une manière ou d'une autre, ça veut dire que pourrait-on avoir une idée des plus gros postes de dépenses sur les 560? C'est le fonctionnement. C'est du fonctionnement, principalement. C'est 460 000 € de fonctionnement. Plateforme Action Logement. Quel est le nom de la plateforme? Il n'y a pas de plateforme Action Logement, c'est juste un partenaire. INLI, c'est logement, alors ils mettent du Action Logement, voilà. Oui, c'est ça. Non présent en Bretagne. Ah, ben voilà, il faut développer vos relations avec Action Logement, mais ils sont preneurs, ils sont toujours, en tout cas, disponibles. C'est dans leur intérêt aussi, puisque le public qu'on accueille, quoi qu'il en soit, c'est du public qui, à un moment donné, est salarié, étudiant, apprenti. Donc, pour Action Logement, c'est leur cœur de métier que d'accompagner ces publics.
Donc, ils ne peuvent être autre chose que partenaires. Merci beaucoup pour ce conseil d'ouverture de partenariat et encore une fois pour cette intervention dans un format réduit. On fera suivre les questions s'il en restait d'autres et on transmet donc votre contact. Bien volontiers, pas de souci, à votre disposition. Je propose d'enchaîner avec une quatrième présentation, celle de la plateforme J-Loge. Donc, merci à Ali Zarik d'avoir accepté de participer, de contribuer à ce partage d'expérience. Donc là, nous partons dans le Gers. Oui, donc bonjour à vous tous. Donc Ali Zarik, je suis directeur de l'Association pour le logement des jeunes dans le Gers. C'est une association Habitat Jeunes qui est gestionnaire d'une résidence sociale FJT sur Roche, qui est la préfecture du département. On a une capacité de 122 places et la seule sur le département, cette résidence. Et donc, la problématique qui s'est posée pour nous dès 2015, parce que la résidence a ouvert ses portes en 2013, ça a été de pouvoir répondre à des besoins de logement des jeunes, mais éloignés d'Auch. Alors, si vous me le permettez, je vais rapidement donner une très brève présentation du département, mais je pense que beaucoup d'entre vous se reconnaîtront dans la description que je vais faire de ce département rural et qui en rappellera bien d'autres. Donc, c'est un département, et vous comprendrez après la pertinence et la nécessité de cette plateforme, de cet outil-là. Donc, bon, le département du Gers, ce n'est pas un programme touristique que je vais vous annoncer là, mais bien au contraire, c'est un magnifique département. C'est un département qui est essentiellement rural, agricole, qui se caractérise par un habitat qui est très dispersé, peu desservi, avec des moyens de transport en commun qui représentent aujourd'hui 1,6% des déplacements quotidiens. On y relève, donc, comme dans beaucoup de départements ruraux, une diminution de la représentation de la population jeune dans la structure de la population, avec une perte de jeunes, notamment en fin de scolarité, qui ont tendance à partir vers les grandes agglomérations hors département, notamment la métropole, Toulouse, mais pas que. Les chiffres de l'INSEE, pour vous donner une petite idée, en témoignent, comme d'ailleurs le conseil départemental dans ses différents rapports d'activité annuels, qui précisent très bien que pour un jeune par an qui arrive sur le département, 2 le quittent. Les jeunes 18-24 ans. Voilà, donc ça vous donne une petite idée de la situation de départ. Alors, ceci étant dit, le département du Gers, bon, il ne manque pas d'atouts, d'attractivité en termes de richesse économique, il est loin d'être dépourvu d'activité. Bon, il présente un taux de chômage qui est très faible et par rapport au national, bien avant d'ailleurs la situation actuelle qu'on rencontre de pénurie de main-d'œuvre, on va dire, bien avant ça. Voilà, donc un département qui a besoin à la fois de capter des jeunes, de laisser et permettre à ceux qui sont gersois d'y rester et d'en attirer de nouveaux. Alors, comme beaucoup de départements ruraux à dominante rurale, on a un département qui dispose d'un ensemble d'acteurs qui agissent dans le domaine justement du logement, mais qui sont bien souvent des réponses essentiellement centrées dans le milieu urbain, et notamment Auch. Alors, donc dans ce contexte, la question qui s'était posée pour nous 2013, 2014, dès 2015, ça a été de répondre à la question de l'accès à l'information pour ces jeunes qui constitue pour nous une dimension particulièrement importante, l'accès à l'information et ses difficultés qui sont relatives aux conditions d'accès, de l'absence de mesures d'accompagnement en dehors d'Auch. Alors, comment arriver à répondre à tout ça et à ce que le logement puisse répondre, si vous voulez, à l'accès au logement, à l'accès à l'emploi, à la formation ou encore à l'apprentissage, mais à l'échelle départementale. Alors, des questions, vous les connaissez, c'est comment chercher ou trouver un logement, vers qui se tourner lorsque se loger semble impossible, quel parcours vers un logement adapté à son budget, son mode de vie, etc. Donc, autant de questions complexes auxquelles l'association a souhaité répondre dès 2016 en développant une approche globale et concertée en matière de logement et d'insertion socio-professionnelle des jeunes à l'échelle du département. Donc, après 2 années, 2016, 2017, 2018, de travail de réflexion au sein d'un COPIL, c'est très important puisqu'on a dès le départ mis en place un comité de pilotage qui réunissait l'ensemble des acteurs locaux qui sont concernés par les problématiques de jeunesse. Ça nous a semblé très important pour lancer la dynamique, informer l'ensemble des partenaires, éviter certaines susceptibilités, puisque là aussi, dès qu'on travaille sur un nouveau dispositif ou un service, on peut avoir des partenaires ou des associations qui voient d'un mauvais œil un potentiel concurrence qui est absolument faux. Vous allez le comprendre dans ce que je vais décrire là. Donc, ce COPIL, il a eu quand même
le bénéfice de mobiliser l'ensemble des partenaires et de les inscrire dans une réflexion qui nous a amené donc dès 2018 au lancement de cette plateforme de e-logement jeune que nous avons baptisée jloge.fr. Cette plateforme s'adresse aujourd'hui à des jeunes de 18 à 30 ans. Pour sa réalisation, sur la base d'un cahier des charges que nous avons préalablement travaillé au sein de l'association, mais il est important de rappeler que dès le départ, nous avons travaillé en collaboration et en partenariat avec, d'une part, l'Agence départementale d'information au logement et l'Union régionale de l'habitat des jeunes pour tout ce qui est l'accompagnement technique, l'ingénierie, nous accompagner dans cette, si vous voulez, dans cette démarche de projet. Et nous avons ensuite donc confié ce travail qui est lourd de codage et de design à un groupe de jeunes dans le cadre de leur formation de développeur web à Auch. Alors, dans chaque région, y compris les vôtres, il existe forcément une école régionale du numérique et donc déclinée dans les départements par des centres de formation qui forment des personnes en général éloignées de l'emploi dans cette formation de développement web. Donc, ils ont fait un formidable travail sur plusieurs mois. C'était l'objet de leur formation. Ensuite, une fois qu'ils ont fait tout l'encodage à partir du cahier des charges que nous avions travaillé avec l'ADIL et l'URAGE et validé par le COPIL, donc à partir de cette base de codage qui est quand même le plus gros du travail, on a confié à Simplon Prod, donc peu importe, mais à une agence du numérique qui nous a permis de nous faire l'habillage en fonction là aussi de toutes les indications qu'on leur avait données. Donc pour 3 500 €. Voilà, un site qui nous a coûté, nous, 3 500 €, lancé en 2018. Donc le site est aujourd'hui administré et animé par l'association elle-même, Allogeg. La maintenance et l'hébergement du site sont, eux, confiés pour ce qui est de l'infogérance, des services à la surveillance, la sauvegarde, les supports techniques, l'hébergement, etc., sont confiés à une agence locale du numérique dans le cadre d'un contrat annuel classique qu'on reconduit. Et le contrat annuel, c'est entre 700 et 800 €. Voilà. Et là, tout ce qui est le piratage, tout ce qui est la sauvegarde, si le site bloque, ils en mettent un de secours, le temps de travailler. Voilà, donc ça nous dégage un peu de tous ces soucis de maintenance et je vous dis entre 700 et 800 € à l'année. J'essaie d'aller assez vite pour laisser après la place aux échanges, mais donc la plateforme aujourd'hui, elle présente plusieurs fonctionnalités. On a un accès à un fichier actif de location libre, qui peuvent être privées, communales ou associatives et sociales, adaptées aux besoins des jeunes. On va de la possibilité pour un jeune de se loger à la nuitée, au mois, à la semaine, à l'année. Donc, on a une offre locative la plus diverse possible sur l'ensemble du département, au plus près du lieu de formation ou d'emploi ou d'apprentissage du jeune. Voilà, l'idée étant là. Un accès donc aussi à une information juridique qu'on a travaillé avec l'ADIL, l'Agence départementale d'information au logement, avec des fiches pratiques qui ont été spécifiquement travaillées pour le public jeune, accessible aussi aux propriétaires. Donc, c'est vraiment très, très, très synthétique, très explicatif, avec les droits et devoirs, préavis de départ, comment j'en dans un logement, qu'est-ce que la colocation, etc., etc. Vous verrez sur le site toutes ces informations-là sur des fiches très pratiques. On a accès donc aussi via le site à une compilation des aides, on en a parlé tout à l'heure, au logement, à l'accès au logement et aussi le maintien dans le logement. Donc la difficulté qui se pose, c'est effectivement pour des jeunes, il y a pléthore d'aides qui existent et sinon qu'on soit étudiant, apprenti, en formation, il faut se renseigner. Si je suis étudiant, je vais aller sur le site du Crous ou le site de l'université. Je suis apprenti, il faut que j'aille sur le site de l'école des métiers. Je suis en formation, je vais sur le Greta. Bon. Donc du coup, on a essayé de centraliser et de rendre visible un maximum d'aides, quelle que soit la situation du jeune, pour que le jeune, justement, à partir du site, puisse trouver à la fois une note explicative de l'aide à laquelle il peut prétendre et aussi un lien direct vers les opérateurs et les contacts pour l'aider à mettre en œuvre cette aide. Ça, c'est pour ce qui est de la compilation des aides. La possibilité aussi, et là, on en a beaucoup parlé tout à l'heure, au-delà du dispositif en lui-même, de la plateforme en elle-même, au-delà de l'outil. Et ça, c'est le risque, effectivement, qui nous prend tous au nez, c'est d'imaginer un outil numérique, aussi beau soit-il, aussi intelligent soit-il, et que derrière, il n'y ait pas les moyens humains pour le faire vivre. Et là, par contre, c'est le début de la fin. Voilà. Et donc, tout ce que je viens de vous dire là, derrière cette plateforme, il y a effectivement des moyens humains. On a mobilisé pour tout ce qui est l'approche juridique liée au logement, donc on a travaillé avec la DIL. Donc, il y a la possibilité pour tout un chacun, jeune ou propriétaire, de poser en ligne une question personnalisée et d'avoir une réponse sous 48 heures de la conseillère juridique de la DIL, voire même de prendre contact avec les personnes s'il y a besoin d'aller plus loin, de les rencontrer. Voilà, ça c'est une
possibilités. La possibilité aussi pour les jeunes, bien sûr, sur un onglet d'envoyer une information, une question au travailleur social. Je vous parlerai de l'équipe tout à l'heure, qui est en charge de l'accompagnement parcours jeunes par rapport à ce dispositif. Et chose importante, un accès aussi pour les propriétaires, parce que la question a été posée tout à l'heure, comment les propriétaires font connaître leur logement. Alors, il y a la possibilité pour le propriétaire, il y a un onglet qui est déposer une offre. Donc, le propriétaire dépose son offre la proposition de logement. Systématiquement, on a un chargé de développement qui prend contact avec le propriétaire, approfondir la demande, visiter le logement. Donc, on ne peut pas apparaître des logements, il faut qu'ils répondent à une charte que nous avons établie pour des questions de décence, d'accessibilité, de non-discrimination. Alors, tout à l'heure, la question de la responsabilité, on est aujourd'hui responsable, bien sûr, du contenu. On fait signer au propriétaire, soit de manière numérique, soit physiquement, une charte de dépôt d'offres, donc dans laquelle il s'engage à respecter un certain nombre de critères que vous verrez sur le site. Et ce n'est qu'à la condition que la charte soit signée, que les locaux soient visités, qu'ils répondent à des questions de décence et en termes énergétiques, c'est là où nous, on va prendre des photos, où on nous les envoie et on met en ligne la photo. Alors, les clichés du logement avec un descriptif, le loyer, les charges s'il y en a. Alors, on n'affiche jamais, je réponds à plusieurs questions en même temps, que j'ai entendu tout à l'heure, on n'affiche jamais les coordonnées du propriétaire. Un jeune qui arrive sur le site, je cherche un logement, vous verrez tout à l'heure, c'est un peu sur le même modèle, je ne vais pas dire le bon coin, mais on va cliquer en fonction de ce qu'on cherche, à la nuitée, au mois, la surface, le montant du loyer, enfin, etc. La localisation, je clique, j'ai les offres, j'ai une offre qui m'intéresse, je la repère, les seuls numéros qui apparaissent, c'est ceux de la plateforme. Donc, le jeune est obligé d'appeler la conseillère Habitat, qui va l'avoir au téléphone, ou d'envoyer un mail, mais dans tous les cas, il y a un échange téléphonique, pour approfondir avec lui le diagnostic, on en parlait tout à l'heure aussi, un diagnostic de la situation du jeune. On ne se contente pas du déclaratif. Le jeune, dans l'idéal, on le rencontre physiquement. Sinon, ça se fait par mail ou par téléphone ou en visio. On vérifie que le projet du jeune et les ressources correspondent bien au bien locatif qu'il a repéré et que ce n'est qu'à cette condition-là que nous remettons les contacts du propriétaire au jeune, propriétaire qui reste libre de louer ou de ne pas louer au jeune. Nous faisons là de la médiation locative. Ensuite, c'est un contrat de location, un bail classique entre le propriétaire et le jeune. On propose aussi après donc un accompagnement du jeune, parce que la plupart le demandent et les propriétaires, ça les rassure. On est présent la plupart du temps pour les états des lieux entrants et sortants. On accompagne le jeune pour tout ce qui est l'ouverture des compteurs électriques, d'eau, les assurances. Donc, on a passé des conventions avec certains assureurs pour qu'ils puissent justement proposer des contrats d'assurance les plus attractifs possibles pour ces jeunes qui entrent dans la vie active. On a parlé tout à l'heure, alors je vous dirai après au niveau du volume de logements et chez qui on les retrouve, quel type de bailleurs. On a également signé 4 conventions avec des agences immobilières, donc on ne peut pas les exclure. La plupart du temps, elles répondent oui, puisque finalement, les petits logements de taille T1, T2, T3, ce que nous cherchons, ce n'est pas la majorité de leur portefeuille, ça ne les blesse pas. Au contraire, et on signe des conventions avec eux. Si le jeune est orienté via la plateforme vers l'agence immobilière, comme on a signé une convention, l'agence immobilière fait une remise sur les charges administratives, on va dire, sur les frais d'agence. Donc, ça peut aller de 40 à 50%, voire même 60% de l'agence immobilière, ce qui est très intéressant pour le jeune. Par contre, pour faire connaître la plateforme, là aussi, c'est une question qui a été posée. Alors, donc nous, on fait sur des radios locales. Donc, on fait une annonce à la fois pour les propriétaires et les jeunes. Donc, on a rédigé un petit texte et puis la radio locale fait un enregistrement de professionnels. Voilà, c'est de la communication, pas de la publicité, mais de la communication. On fait comme ça, la presse locale écrite. Donc, régulièrement, ces annonces radiophoniques, elles se font sur des périodes bien spécifiques. Pas toute l'année, mais en début d'année scolaire, à la fin de l'été, au début de l'été. Voilà, des moments où nous, on sait stratégique, où il faut lancer pendant une semaine 3, 4, 5, 6 fois par jour, des annonces sur tout le département. On est également adhérent de l'UNPI, l'Union nationale des propriétaires indépendants, donc on assiste à leur assemblée générale, et chaque année, on refait une présentation de ce qu'est la plateforme devant des propriétaires privés, et on répond à toutes leurs questions, et donc c'est là aussi où on va capter des propriétaires privés. Le bouche à oreille fonctionne énormément, et surtout, depuis son lancement en 2018, on a appris à travailler avec de nombreux partenaires, que la mission locale, Pôle emploi. D'ailleurs, Pôle emploi, on a signé une convention également avec eux en 2019, convention dans laquelle, pas financière,
une formation dans laquelle Pôle emploi s'engage à informer trimestriellement sur des modes de communication qui leur sont internes tous les demandeurs d'emploi dans la tranche d'âge 18-30 ans, reçoivent un message de l'existence de la plateforme, une formation en interne et une information régulière de tous les conseillers Pôle emploi de l'existence de cette plateforme. Nous sommes en train de travailler maintenant sur la possibilité d'intégrer, c'est qu'une difficulté au niveau national parce que la gestion du site de Pôle emploi se fait au niveau national et au niveau local, c'est un peu plus compliqué, mais on est en train d'avancer là-dessus, de pouvoir intégrer directement dans les annonces Pôle emploi qui sont envoyées aux jeunes un lien direct et une explication sur le site. C'est-à-dire qu'on vous propose un emploi à tel endroit, mais vous avez la possibilité d'avoir un logement et voilà comment vous entrez en contact avec la plateforme. Voilà. Il y a d'autres modes de communication que ceux que je viens de vous décrire, mais en tout cas, aujourd'hui, on peut dire que la majorité des jeunes qui nous sont orientés, à savoir l'an dernier, en 2021, donc 708 jeunes ont été reçus physiquement par les collaborateurs, 208 jeunes, 394 jeunes, j'ai plus les chiffres sous les yeux là, mais oui, 1090 appels téléphoniques pour de l'accueil, information, orientation au téléphone, 208 jeunes logés, sur un peu plus sur 300 et quelques, vous ne l'avez pas noté, mais il y avait 350, je ne sais plus, 314 jeunes qui ont bénéficié d'un accompagnement plus poussé sur les 768 jeunes reçus. Et sur ces 314, 208 ont été logés sur l'année. 358 logements aujourd'hui référencés sur la plateforme. Ça va de la chambre simple, nuitée, colocation, sous-colocation. Et 65 bailleurs, dont la grande majorité sont des bailleurs privés. Qu'est-ce que je pourrais dire encore? Il y a une question peut-être que j'ai vu passer à laquelle vous n'avez peut-être pas répondu. C'est la question de la gestion directe des offres proposées par les bailleurs. Est-ce que vous allez jusque-là dans le cadre de ce format? Alors, je vais vous le dire, j'allais le dire en conclusion et en ouverture, parce qu'effectivement, c'est une question très importante. Et je vous en parlerai vraiment à la fin, en ouverture. Aujourd'hui, on est dans de la médiation, c'est-à-dire qu'on met en relation le propriétaire et le jeune, mais pas que. Il y a véritablement un accompagnement qui se fait. Ça fidélise les propriétaires, ça les rassure, ça rassure aussi le jeune. Et donc, on sécurise, si vous voulez, le parcours résidentiel du jeune. Et je vais vous dire, et là, je ne suis pas superstitieux, je ne vais pas toucher du bois, mais depuis le lancement, nous n'avons jamais eu un retour d'un propriétaire qui nous a dit « Moi, je ne vous loue plus de logement à vos jeunes. Il ne m'a pas payé, il m'a tout saccagé, je ne veux plus, je retire mes logements. » Pas du tout. Donc, ça veut dire qu'il y a vraiment une présence régulière. Et c'est là ce qui me semble aujourd'hui important. Mais ça, on le dira tout à l'heure. Là, c'était la question aussi, la suivante, c'était sur les moyens humains. Donc, on a décidé au niveau associatif de dédier à la gestion et l'animation de cette plateforme 0,06 ETP de directeur. Voilà. Donc, si vous voulez, je pilote, je chapeaute l'action en lien avec une conseillère habitat, un ETP, un chargé de développement qui est en charge de la prospection et de la mise en conviction des propriétaires, et un agent administratif et de gestion en contrat d'apprentissage. Donc, on est en train de réfléchir ce qu'il arrive à la fin, si on pérennise ou pas le poste, puisqu'il arrive à la fin de ce mois. Et voilà, a priori, on est sur de bonnes voies pour pérenniser le poste de cet agent administratif. Et depuis 2020, le dispositif, je parle de dispositif parce qu'on est passé d'un outil. Alors, les moyens humains, ils ont augmenté au fur et à mesure de nos actions. C'est-à-dire qu'on n'est pas parti d'un seul coup avec un budget prévisionnel disant il nous faut 3 ETP, il nous faut tant, on n'y serait pas arrivé. Donc, au début, l'association Allogeg, sur ses fonds propres, a mis des billes avec un salarié en CDD pour augmentation d'activité sur un an. Puis, petit à petit, on s'est rendu compte qu'il y avait de l'écho. On a recruté une autre personne en CDD qu'on a pérennisée. Aujourd'hui, on est à 2 postes temps plein consolidé et l'apprenti qui va vraisemblablement être pérennisé. Voilà, et ça s'est fait au fil des années et au fil et à mesure qu'on a consolidé nos financements. Alors, les financements, là aussi, c'est une position de l'association. Donc, c'est un choix que nous faisons et que c'est de ne absolument pas dépendre d'un, voire 2 financeurs. Ça, c'est le risque le plus grand qui pend au nez de tout ce type de dispositif. On a un principal financeur qui se retire et c'est tout l'édifice qui s'effondre. Donc, c'est vraiment sur du cofinancement. Chaque année, on travaille, on répond à des appels à projets les plus divers et variés possibles. Les petits ruisseaux font les grands fleuves. Donc, on n'attend pas de la région qu'elle nous finance 70% du dispositif, ni au département, ni à la CAF. Ça, par contre, chacun, depuis sa place, prend sa part de responsabilité. Il y a un cofinancement et chacun s'y retrouve. Et finalement, on a des financements qui sont reconduits d'année en année, et voire même approuvés de tous. Alors, sur les financements, on a aujourd'hui donc un financement
qu'on estime, nous, trop faible encore, trop faible, mais qui est quand même là parce qu'on est dans leur tuyau, on est dans leur radar, le département du Gers. Un financement de la CAF dans le cadre des schémas départementaux des services aux familles, voire des fonds publics et territoires. On essaie de travailler avec eux pour que ça devienne une subvention pérenne de fonctionnement, mais on est en train d'y travailler. Et puis la CAF nous renvoie un bon écho à ce sujet-là. On a un financement de la maison du logement, de la chambre des métiers, parce que je ne rentre pas dans les détails des publics, mais on travaille beaucoup avec les apprentis. Donc, on en loge beaucoup dans l'alternance. Donc, on a une convention avec la chambre des métiers, la chambre de métiers du Gers, un financement de la région Occitanie dans le cadre du pacte pour l'embauche. Donc là, depuis cette année, donc c'est là où je disais qu'on appelle à des appels à projets, on va les chercher. Donc, a priori, on a été retenu. Donc là, j'ai appris 700 en début de semaine. Donc, c'est une très bonne chose sur un plan qui va aller jusqu'en 2025. Au-delà, on verra d'ici là les nouveaux appels à projets qui existeront. Un financement donc, de la CAF et surtout ce qui est important, sur la mise en conviction et sur le captage des logements au-delà d'aller l'UNPI, la communication média, etc. C'est aussi pour nous la porte d'entrée qui est principale et indispensable, c'est les EPCI, les comités de communes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un énorme travail de mise en conviction que je fais, c'est-à-dire avec mes collaborateurs, mais on rencontre les élus, on leur explique la démarche, même si a priori, n'importe quel propriétaire du département peut proposer son offre. Nous, il nous semble très important de passer par cette voie-là. Ça légitime notre présence, ça la légitime, ça la renforce et surtout, on bénéficie d'un moyen de communication local qui est les bulletins municipaux, les bulletins des communautés de communes qui relaient l'information auprès des propriétaires locaux et d'un financement, puisque c'est le troisième financement. Donc, on a défini un tarif par habitant pour éviter que des grosses communautés de communes payent au même titre qu'une toute petite communauté de communes du département. Donc, je peux le dire, on a défini un tarif, mais ça a été calculé très précisément, 0,16 € par habitant, ce qui fait qu'on a des petites collectivités vraiment au fin fond du Gers qui vont nous subventionner à 1 200 € par an, ce qui n'est même pas 3 mois de déplacement, ne serait-ce que les frais de déplacement, j'exagère presque, et vous avez des intercommunalités plus importantes qui vont financer un petit peu plus. Et voilà des financements un petit peu, je suis allé très vite là-dessus, mais oui, autre financement qu'on est allé chercher, l'INGEP, l'État, dans le cadre du Fonds d'expérimentation pour la jeunesse, on avait répandu un appel à projet national. Je crois qu'à l'époque, il y avait 6 départements ruraux qui ont été retenus dans le nôtre, sur l'ensemble sur un financement qui dure pour la sous-colocation 3 ans. Action Logement, très important, avec qui nous avons passé 2 conventions, une convention à l'acte, donc où ils nous financent à l'acte, et la deuxième convention qui est le mandatement. Donc là, ça nous permet aussi d'être en relation avec les entreprises par rapport à l'information relayée. On travaille beaucoup aussi avec les groupements d'employeurs du département, notamment pour les emplois saisonniers. Parce que je ne le dis pas, mais dans les logements qu'on capte aussi, il y a aussi des gîtes, des campings, etc., plus du logement à plus long terme. Qu'est-ce que je pourrais dire avant de répondre à des questions s'il y en a? Les freins et les vigilances, on les a tous dit, c'est à la fois d'imaginer un outil numérique et de ne pas passer à la dimension service, puisque derrière l'outil, il faut qu'il y ait un service. L'outil en lui-même numérique, ça ne va pas. Ça ne peut pas répondre. Le financement, je viens de répondre. Le budget global de 85 000 €, dont l'essentiel aujourd'hui est dédié au fonctionnement. Et depuis 2020, donc, on a déplacé ce service, maintenant qui est en train de devenir un service en ville, puisque jusqu'à là, il était hébergé au sein de la résidence. Et pour plus de visibilité extérieure auprès des partenaires et des jeunes, on a installé le service Giloge, on va appeler ça comme ça, en ville. Dernière question qui a été posée tout à l'heure, c'est comment on sécurise ou on prévient les impayés. Alors, sur les 208 jeunes qui ont été logés, vous voyez, donc la résidence Habitat Jeune Végété le Noctil à Auch, on n'arrivait pas à répondre à l'ensemble des demandes du département parce qu'on était loin de certains sites. On crée cette plateforme qui répond véritablement à un besoin. Et aujourd'hui, ce service rencontre à nouveau lui-même des limites, puisqu'il y a une limite de public. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les publics 18-30 ans qui sont logés via la plateforme sont des jeunes qui sont en mobilité socio-professionnelle sur le département, voilà, qui sont accompagnés. Mais il y a tout un pan de jeunes, notamment des jeunes, on va dire, en plus grande précarité sociale et économique, qui ne sont pas suffisamment précaires pour intégrer un CHRS et qui ne sont pas suffisamment, on va dire, mais qui ne sont pas suffisamment en manque d'autonomie pour être au sein de la résidence.
Donc, il y a un pan qui manquait ici, une réponse intermédiaire. Et donc là, nous avons créé cette année, donc on s'est affilié pendant 2 ans de travail aussi au sein de l'association. Donc, l'association est gestionnaire depuis maintenant juin dernier, cette année, hein, d'une AIVS, Agence immobilière à vocation sociale, qui va venir compléter le travail de cette plateforme via l'IML, l'intermédiation locative, location sous location et le mandat de gestion, qui sont à la fois demandés par les propriétaires et pour certains jeunes. Donc, on élargit les réponses possibles à ces publics, là, tout en sécurisant les impayés et surtout en renforçant l'équipe des accompagnateurs, parce qu'avec l'IML, on va pouvoir non seulement recruter de nouveaux, consolider l'existant, recruter de nouveaux salariés, toujours sur la base de cet outil J-Loge. Et autre projet sur lequel on attend aussi une réponse qui aura lieu vendredi, toujours via la plateforme et l'association à loger, bien entendu. Donc, on a répondu à l'appel à projet de la DRETS, la Direction régionale Emploi, Économie et du Travail, DRPP, là, je ne sais plus comment on peut les appeler. Donc, on a répondu à l'appel à projet CEJR, contrat engagement jeune en rupture. Ça va dans le sens de ce que je dis par rapport à la IVS. Et donc, nous avons monté le projet, nous l'avons déposé et nous attendons le retour. Donc, vous voyez que petit à petit… Excusez-moi, je fais le maître du temps. Allez-y, voilà. Je crois avoir dit l'essentiel. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup d'avoir présenté cette démarche donc, à l'échelle départementale et dans un territoire rural qu'il faut prendre avec cette spécificité. On va revenir en Bretagne pour la dernière présentation et partir même en bord de mer avec un projet qui est encore en construction, il me semble, et qui a notamment l'intérêt de vouloir intégrer à sa construction les jeunes. Donc, je passe la parole à Julie Plancher. Oui, bonjour. Chargée de mission jeunesse à Aurec-Quiberon Terre Atlantique. Bonjour, vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, très bien. Oui, alors je capte pas très bien, donc j'espère que ça coupera pas. Mais du coup, en effet, moi, je peux vous parler de la plateforme numérique cloud.bzh, qui n'est pas une plateforme en fait spécialement pour le logement. C'est plutôt une plateforme, un site internet un peu plus généraliste à destination des jeunes de 15 à 30 ans. Qui doit en fait permettre de toucher tous les jeunes des 28 communes en fait du territoire du Pays Doré, donc à la fois Aurec-Quiberon Terre Atlantique et Belle-Île-en-Mer, et qui a donc pour objectif en fait de centraliser un ensemble d'informations pour ce public, que ce soit sur les structures ressources existantes sur le territoire, mais aussi les aides à destination de ce public, toutes thématiques confondues, que ce soit justement le logement, la santé, la mobilité, les loisirs, le social, voilà, tout un tas de sujets. Alors du coup, les origines de ce projet, c'est en fait lié au constat à la fois de la part des jeunes qui nous ont remonté en fait, toute la difficulté de s'y retrouver sur de l'information, où chercher les bonnes réponses localisées aussi en fait. L'idée c'est ça, c'est d'avoir des ressources localisées, des réponses localisées sur les aides existantes directement au plus proche d'eux. Aussi savoir en fait vers quelle structure ou vers quel acteur, quel est le bon interlocuteur en fonction de leurs questions. Et finalement, ce retour-là, il s'est fait aussi de la part des professionnels jeunesse avec qui on travaille au niveau de la communauté de communes, où il y a aussi pour eux ce manque de lisibilité sur les structures existantes, sur l'ensemble de ces sujets qui vont construire le parcours de vie des jeunes sur le territoire et sur leur mission. Je dirais que en fait cette plateforme elle est donc issue de ces constats, issue de ces volontés à la fois des jeunes et des professionnels de travailler sur ces sujets, mais aussi d'un partenariat qui s'est assez bien monté entre le Centre régional d'information jeunesse de Bretagne et les 3 entités en fait que sont les communautés de communes d'Aurec-Quiberon Terre Atlantique, de Belle-Île-en-Mer et le Pays Doré. Alors du coup, sur le fonctionnement du site internet en tant que tel,
donc, vous avez le lien là sur la page, mais en gros, il y a 4 entrées possibles, 4 onglets essentiels. Donc, je ne sais pas là comment je partage. Alors, du coup, on retrouve en fait en haut les 4 onglets possibles avec les 2 sujets essentiels que sont les ressources disponibles, les aides à destination des jeunes et 2 autres entrées autour des actualités qui vont toucher la vie des jeunes. Et les Zooms, là, on parle, c'est plus un espace où les jeunes peuvent poster des choses sur leurs projets, sur ce qu'ils font sur le territoire. Donc, on retrouve ces 4 onglets ici avec des petits moteurs de recherche directs sur la première page. Du coup, si je vais directement sur la partie ressources et structures, en fait, c'est assez simple et facile d'utilisation, c'est-à-dire qu'un jeune, il peut tout à fait intégrer la ville ou la commune dans laquelle il se situe. Donc, par exemple, Auré, il pourra aussi indiquer un thème. Donc, on a sélectionné différents thèmes qui construisent le parcours de vie des jeunes. Donc là, on va pouvoir sélectionner se loger. Et on va avoir en fait la carte qui s'affiche avec le territoire d'Auré-Quiberon-Terre-Atlantique, mais aussi d'autres communes qui sont à proximité du territoire et qui interviennent pour ce public-là, comme Vannes. Et on va avoir l'ensemble des ressources existantes en fait pour les jeunes sur ce territoire. Donc par exemple, là on parle de logement, si on clique sur cette structure-là qui est la maison du logement, on va avoir la description en fait de ce que fait la maison du logement, à qui ça s'adresse, les aides qu'il propose et puis du coup le contact direct en fait de la structure avec le mail, les horaires et le site internet sur lequel on peut aller pour avoir plus d'informations. Donc là, il y a une aide qui est référencée. Cette aide, elle est aussi référencée dans la partie directement des aides, où on a un même moteur de recherche un peu plus poussé, avec l'idée de pouvoir indiquer sa commune, de pouvoir indiquer un thème ce sont les mêmes thèmes. Cette fois-ci, on va avoir sa situation aussi. En fait, on est collégien, lycéen, en alternance, étudiant, en formation pro, en recherche d'emploi, salarié, entrepreneur ou volontaire bénévole. Et puis son âge, donc ça va de 15 à 30 ans. Et donc, on va avoir le même système d'affichage avec les aides, là, pour le coup, plus détaillées. Donc, on retrouve la plateforme Jeunes en mobilité de la Maison du Logement, avec la description de ce que c'est que cette aide, à qui ça s'adresse, et puis le contact, en fait, pour pouvoir bénéficier d'un interlocuteur direct, en fait, qui peut expliquer directement l'aide et accompagner les jeunes. L'idée, là, c'est vraiment de rediriger directement vers les acteurs, vers les interlocuteurs, en fait, qui vont pouvoir tout de suite intervenir auprès des jeunes sur leurs questions, sur l'ensemble des sujets qu'ils souhaiteraient aborder, en fait. Donc ça, c'est vraiment le cœur principal de cette plateforme. Après, on va avoir d'autres entrées, comme je le disais, un peu annexes avec des actualités donc, qui touchent la vie des jeunes au sens large. Donc là, la dernière actualité, c'était un peu sur les déplacements avec l'actualité de l'été sur les transports gratuits Braze Go. Et donc, on a toujours les sites internet ou les articles qui sont relayés sur le site pour que si jamais on a besoin d'en savoir plus, parce qu'on est sur des informations synthétiques sur ce site. Et puis, on va avoir les Zooms, où là, c'est un espace dédié plutôt aux jeunes, en fait, où les jeunes peuvent poster eux-mêmes des projets, des sujets, en fait, qu'ils souhaitent aborder, partager. Donc là, par exemple, dernièrement, on a un groupe de jeunes filles qui est parti qui a eu une bourse à projet pour partir en Inde. Et donc, elles ont posté des photos et puis des vidéos pour parler de leur projet. Donc, voilà un peu
sur la construction de ce site, ce que je peux dire aussi, c'est que en fait, dans la construction de ce site, l'important, ça a été de construire ça avec les 3 structures que j'ai évoquées, les 2 Comcom et puis le Pays Doré, mais aussi beaucoup avec les partenaires jeunesse en fait du territoire qui nous ont fait remonter un peu les retours en fait sur la façon dont ça devrait prendre forme, et puis tout le partenariat qu'il y a eu aussi avec le CRIJ qui permet aussi qui a permis en fait la construction du site en tant que tel, avec toute la définition un peu technique, le travail très technique de mise en place du site, parce que en fait c'est le CRIJ qui a confectionné avec ses propres prestataires donc le site internet, pour que ensuite les 3 entités que j'ai citées puissent animer et gérer ce site avec les partenaires jeunesse qui sont sollicités et mobilisés, et avec l'intervention des jeunes s'ils le souhaitent, pour pouvoir animer autant la partie des Zooms que des articles qu'ils souhaiteraient écrire sur le site. Donc voilà en fait sur la présentation en gros. Alors je vois plus je vais arrêter le partage. Il y a une question sur l'utilisation des jeunes. Est-ce que vous avez déjà un retour? Est-ce que le site est déjà fonctionnel? Est-ce que ça répond à leurs besoins? Pardon. Le site est en ligne, il est en ligne depuis février de cette année. En fait, on a pris un temps assez long dans la construction de ce site. Ça a commencé en 2019, fin d'année 2019, où on a commencé à partager déjà les différents constats venus des jeunes et venus des professionnels. On a commencé à construire le partenariat entre les différentes structures. Et puis ensuite, en 2020, ça a été toute une année en fait de conception, je dirais, du site internet, avec des allers-retours réguliers entre les différentes structures et pour avoir les avis des uns et des autres. Et puis c'est vraiment en 2020 que le site a été construit en fait avec les prestataires. Donc là, il y a eu différents tests qui ont été faits par les professionnels et par certains jeunes, mais on le verra. Enfin, la difficulté, ça a été aussi de pouvoir allier en fait la participation de l'ensemble de ces interlocuteurs qui faisaient beaucoup de monde en fait autour de la table, beaucoup de personnes à mobiliser, qui n'était pas forcément le plus simple dans la construction du site. Et là, en 2022, donc il y a eu la mise en ligne en février, un temps de formation à destination des professionnels pour qu'ils puissent se saisir du site internet, et c'est eux qui en fait qui actualisent toutes les informations qui concernent leur structure et leurs aides. En fait, ça, ce sont le travail des professionnels, et on est en lien avec le CRIJ. Il y a une base de données commune qui permet en fait ce travail d'actualisation des informations des professionnels. Et sur la question de comment les jeunes s'en saisissent, en fait, là, on commence à communiquer auprès des jeunes. Donc, il y a eu des jeunes déjà qui ont testé le site, qui ont regardé, qui nous ont fait des retours. Mais là, à partir de septembre, de la rentrée, en fait, la communication se fait auprès des jeunes. Donc, on va aller présenter le site internet dans les espaces jeunes, dans les lycées, à la mission locale, dans les foyers jeunes travailleurs. Enfin, voilà, il va y avoir tout ce travail, il va y avoir toute la communication qui va se faire aussi via les professionnels directement qui touchent les jeunes de 15 à 30 ans sur le territoire. Donc, le retour, je ne l'ai pas encore, je ne peux pas vous dire comment c'est utilisé par les jeunes aujourd'hui, quoi. Voilà, alors les freins qui ont été rencontrés, en effet, c'est le fait de pouvoir concilier un travail vraiment entre l'ensemble de ces acteurs, en fait, les partenaires jeunesse, les entités, les jeunes, pour permettre à chacun de pouvoir
y participer. C'est toute la communication aussi qu'il y a à faire avec les jeunes. Donc là, bien sûr, c'est un travail de proximité et en direct sur la présentation de la plateforme qui va être menée. Mais bon, on se doute qu'il va y avoir, ça va être un travail de longue haleine. Et puis, c'est toute l'appropriation aussi de la plateforme par les professionnels. Ça, c'est un enjeu important. Et donc là, pareil, ça va demander des temps de formation un peu réguliers, de la sensibilisation régulière aussi de notre côté. Donc, le fait d'être plusieurs à animer la plateforme, c'est quand même un avantage. Ça permet d'avoir plus de personnes pour pouvoir aussi gérer l'ensemble de cette communication, quoi. Vous n'avez pas abordé la question des coûts. Du coup, si j'ai bien compris, c'est ACTA, la collectivité territoriale qui prend en charge l'animation des groupes de travail, de la formation, de toute cette élaboration et du suivi partenarial. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous parler des coûts Alors, les coûts, du coup, cette plateforme, elle a été montée et financée du coup par le CRIJ, parce que bon, il y a eu ce partenariat avec le Centre régional d'information jeunesse, qui ont eu des fonds européens leaders pour pouvoir mettre en place cette plateforme. Donc, le coût était autour de 11 000 €. Donc, ils ont eu ces fonds leaders qui a permis en fait un soutien financier à hauteur de 80%. Par la suite, en fait, à partir de 2022, la gestion et l'animation a été transférée donc à la communauté de communes d'Acta, Belle-Île-en-Mer et le Pays Doré, ce qui permet maintenant une animation et un financement de la part de ces 3 entités. Donc là, à l'année, on est vu qu'on travaille ensemble maintenant avec le CRIJ, on verse une part au CRIJ sur tout le travail qu'ils mènent, eux, autour de l'actualisation des données, étant donné qu'on a une base de données commune sur le développement également et sur l'accompagnement autour de la formation des professionnels. Donc là, on est autour de 7 000 € par an. Et la maintenance, tout ça. Donc voilà à peu près pour le coût initial et puis par la suite chaque année. Merci. Il y avait une question qui évoquait l'élargissement possible au département. Alors, je ne sais pas si c'est vous qui pouvez y répondre, mais est-ce que vous avez déjà eu des sollicitations de partenaires pour élargir ce site? Alors non, là pour l'instant, on n'a pas eu tellement de sollicitations pour intégrer alors soit des structures, d'autres structures à l'échelle du département du Morbihan ou d'autres aides. Donc, voilà, le sujet n'est pas encore venu sur la table. Donc voilà, si jamais il faudrait en échanger avec les interlocuteurs. Mais pour l'instant, c'est pas un sujet. Très bien. Ah. Oui, il y a donc le CRIJ Bretagne, Éric Aubonvois, qui suggère de contacter donc le CRIJ direct, pour envisager des reproductions, entre guillemets, un essaimage de cette initiative sur d'autres territoires. Donc, et vous voyez donc dans le chat des liens avec d'autres expériences. Je crois. Est-ce que vous avez d'autres éléments à ajouter à votre présentation? Non, je pense que, c'est une présentation synthétique, hein, mais du coup, je pense que l'ensemble des éléments est là, sachant que bon, on n'a pas d'orientation spécifique logement sur ce site. Vous l'avez compris, on est plus généraliste. Très bien, oui, je pense que votre présentation nous a donné à comprendre les objectifs et puis les modalités de fonctionnement choisies pour cette nouvelle plateforme donc, qui fonctionne à l'échelle locale. Voilà. En fait, l'animation va aussi se faire avec le CIJ doré. En fait, l'idée, c'est vraiment de pouvoir partager au maximum l'animation du site pour le faire vivre régulièrement, quotidiennement, quoi.
Oui, et un lien avec les différents acteurs du territoire qui se met en place aussi régulièrement, notamment via de la formation, puisque ce sont eux qui à la fois prennent le relais auprès des jeunes et puis nourrissent au fur et à mesure cet outil avec les nouvelles informations. C'est ça, oui, les professionnels directement et les jeunes aussi directement que l'on côtoie via les espaces jeunes ou via les dispositifs de bourse à projet ou autres. Très bien. Eh bien, merci beaucoup. Nous avons donc achevé ces cinq présentations. On avait imaginé de façon très optimiste qu'il nous resterait un petit peu de temps pour lancer un échange autour de la pertinence de l'échelle régionale. Mais malheureusement, je regarde Swazik et Claire, je crois que nous n'allons pas prendre, ou alors peut-être 1 ou 2 interventions, mais vraiment, si quelqu'un souhaite intervenir pour clore sur cette question de la pertinence de l'échelle, puisqu'on a bien vu qu'un ancrage local permet de cibler les intervenants qui peuvent au quotidien accompagner les jeunes, qu'il y a aussi des spécificités qui sont importantes à prendre en compte, comme la spécificité d'un département qui est plus rural que d'autres. Et puis, dans l'ensemble des présentations, est remontée cette nécessité de pouvoir, en parallèle, en complément ou en complément de l'outil numérique, ou même en amont de l'outil numérique, de construire ce réseau de partenaires qui vont être disponibles pour accompagner les jeunes. Donc peut-être 1 ou 2 réactions et puis on va passer à la clôture du webinaire. Et sinon, on va faire passer un questionnaire de satisfaction et dans le questionnaire, vous pourrez également ajouter ce que vous pensez de la pertinence d'une plateforme à l'échelle régionale. Je vois que Eric lève la main. Oui, ça simplement très rapidement pour éclairer un peu la réflexion. Là, on se rend compte avec toutes ces expérimentations-là qu'il y a 2 oppositions qu'on ne peut plus faire, c'est celle du régional versus le local, puisque les développements, on sait qu'il y a des économies d'échelle. On peut penser un outil à l'échelle régionale pour que dès le début de sa conception, il puisse tout à fait s'appliquer au niveau local. Donc, c'est une opposition qu'il ne faut pas faire. Et d'opposer le présentiel et le numérique, là aussi, on s'est rendu compte avec des expériences hybrides pendant le confinement que c'est tout à fait complémentaire et qu'on dépasse un peu la querelle des anciens et des modernes sur ce débat numérique versus présentiel. On peut très bien penser des systèmes d'information qui allient effectivement l'importance d'avoir un contact et d'humaniser la relation aux jeunes, tout en permettant d'aller là où ils sont. Et ils sont où? Ils sont sur le numérique. Et c'est comme ça que vous l'avez présenté aussi, l'expérience téléphonique au début, c'est que ça ne s'oppose pas. Là, si je peux, voilà, je lève la main, mais en vrai, c'est vrai que le régional a son importance parce qu'il permet d'organiser le local, mais après, il faut absolument que les réponses, elles soient locales. Pour en revenir un peu au Grand Est, imaginez, nous avons des territoires, alors on a 4 frontières, nous on est particulier dans le Grand Est puisque on joue et on travaille avec 4 autres nationalités. Mais vous prenez par exemple un territoire comme Thionville, donc qui est proche du Luxembourg, où par exemple on le sait, une offre de logement qui est extrêmement tendue sur ce territoire, mais on a laissé le territoire agir. Donc, ils ont développé la colocation pour répondre aux demandes des jeunes. Et de l'autre côté, vous avez un territoire comme la Meuse ou la Champagne-Ardenne, la Marne, qui est extrêmement rural. Donc, on ne peut pas, il faut avoir cette vision régionale, mais ne pas être forcément toujours dans le principe de la pyramide. Ça vient d'en haut et ça descend sur le bas. Il faut que ce soit vraiment dans les 2 sens. C'est-à-dire que c'est aussi le territoire et le local qui va enrichir les dynamiques régionales. Et c'est ça qui est important. Après, l'autre, et c'est vraiment là ce qu'on a entendu, et c'est pour ça que le CRIJ est vraiment un partenaire aussi important, c'est que c'est le relais de l'information. Ce que je vous disais tout à l'heure, dans la jungle, si on n'a pas une machette, on n'y arrive pas. Donc, à un moment donné, c'est quelle information on donne pour que le jeune sache à qui aller s'adresser.
Et ça ne concerne pas uniquement le logement, ça va concerner toutes les autres thématiques aussi. Donc, c'est vraiment, voilà, c'est cette articulation-là et le niveau des informations, le régional, le local, le très local. Donc, je pense que c'est quelque chose qu'il faut vraiment réfléchir. Après, au niveau des jeunes, nous, on le constate maintenant depuis 10 ans que le réseau des plateformes existe. Le bouche à oreille entre eux est extrêmement important. C'est vraiment ce qui fonctionne le mieux. Merci beaucoup. On va clore les échanges sur ce mot de la fin. Finalement, pourquoi une plateforme? Puisque le bouche à oreille fonctionne très bien. Voilà, je vous propose d'aller... L'un n'empêche pas l'autre. Non, tout à fait. Bien évidemment, c'est la complémentarité qui semble importante et l'articulation des échelles. Voilà, on vous propose de clore ce webinaire par la présentation de la suite des travaux de ce chantier, donc une organisation en groupe de travail complémentaire, hein, un groupe autour de la construction des coopérations à l'échelle locale, qui se retrouvera donc le 22 septembre entre 10h et 12h30. Un groupe sur la construction des réseaux et des coopérations à l'échelle régionale, le 27 septembre, 14h, 16h30. Et puis, donc, la suite de cette présentation en webinaire de démarche de plateforme sur le logement des jeunes, le 4 octobre. Alors, l'horaire, ce sera sans doute le matin, hein, 10h, 12h. Voilà, l'idée, c'est que vous puissiez, pour finir, aller sur le lien et le questionnaire de satisfaction. On vous proposera, voilà, si vous souhaitez vous investir sur ces chantiers-là avec les contacts. Et puis, je crois qu'il y a un dernier mot pour évoquer la suite des actualités des territoires innovants. Merci à toutes et tous. Merci beaucoup aux intervenants. Et puis donc, ce sera consultable sur YouTube, le webinaire, et puis on transmettra le diaporama. Alors, je prends la main. Je voulais excuser Christine Bonfiglio qui a dû partir. Vous donner quelques petites infos concernant les territoires Innov. Nous vous remercions d'avoir participé à ce webinaire. Si vous souhaitez participer aux prochains événements et rencontres les territoires Innov, le 20 septembre, il y aura une visite, mais qui est complète, une rencontre sur les villes résilientes face aux vagues de chaleur. Le mardi 11 octobre, il y aura une rencontre un webinaire également qui concernera les déplacements, se déplacer en ville, se déplacer vers la ville. Le mardi 8 novembre, la rencontre sur la thématique du foncier concernera comment agir face au recul du trait de côte. Le mardi 6 décembre, la rencontre foncier qui sera probablement également un webinaire abordera la question du ZAN. De quoi parle-t-on? Comment y participer? Je sais que les collectivités sont très, très, très concernées par le sujet. Voilà. Et puis, si vous souhaitez avoir plus d'éléments et plus d'infos sur les territoires Innov, nous vous invitons à nous envoyer un mail à l'adresse territoireinov@bretagne.bzh. Merci à tous pour votre participation et bonne fin de journée.